Un de mes abonnés, de la chaîne, m'a partagé cette expérience il y a quelques jours, et depuis que je l'ai lu, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Elle, a préféré rester anonyme, et je le respecte complètement. Si après avoir entendu cela, tu ressens que tu as vécu quelque chose de similaire, ou si tu connais un endroit qui ne devrait tout simplement pas exister, j'aimerais que tu le partages dans les commentaires. Parfois, les histoires les plus perturbantes sont celles qui n'apparaissent jamais sur aucune carte. Voici ce qui lui est arrivé elle, a décidé de prendre un raccourci sur une route qui n'était pas là où elle aurait dû être. Je suis conducteur de camion depuis 15 ans. J'ai parcouru pratiquement toute l'Amérique latine en transportant des marchandises, et je pensais connaître chaque route, chaque raccourci, chaque village perdu entre les montagnes. Je pensais qu'il n'y avait plus de surprises pour moi sur les routes. Je me suis trompé. Tout a commencé un jeudi d'octobre. Je devais livrer une cargaison d'électroménager dans une ville à 8 heures de route. Je suis parti tôt, vers 5 heures du matin, lorsque le ciel était encore sombre et les rues vides. Mon camion, un vieux Volvo qui m'avait accompagné pendant des années, ronronnait de manière fiable en laissant derrière lui les lumières de la ville. Les premières heures se sont déroulées sans incident. Musique à la radio, café dans la thermos, le paysage changeant progressivement d'urbain à rural. À 10 heures du matin, j'étais déjà sur une route de montagne, ces routes sinueuses où il faut réduire la vitesse à chaque virage et où le GPS perd parfois le signal pendant plusieurs minutes. C'est dans l'une de ces zones sans signal que j'ai vu la déviation. Il n'était pas marqué sur mon GPS. Il n'apparaissait sur aucune de mes cartes. Mais il était là. Un chemin asphalté qui se ramifiait de la route principale, s'enfonçant entre les arbres. Ce qui était curieux, c'était que l'asphalte semblait neuf, impeccable, sans nid de poule, sans fissures, sans les marques d'usure que l'on attend sur les routes secondaires de montagne. Il y avait un panneau, en vieux bois, avec des lettres peintes à la main qui disaient « Aller-retour, 45 km de moins ». 45 km de moins signifiait économiser presque 1 heure, et j'avais un léger retard à cause d'une étape technique précédente. Sans trop réfléchir, je tournai le volant et pris la déviation. Les premières minutes furent agréables. La route était même meilleure que la route principale. Lisse, bien entretenue, avec des lignes jaunes parfaitement peintes au centre. Les arbres de chaque côté formaient un tunnel vert qui bloquait le soleil, créant une pénombre fraîche et tranquille. Mais quelque chose me dérangeait. Je ne pouvais pas identifier exactement quoi. Peut-être le silence. Même avec les fenêtres fermées et le moteur du camion rugissant, je pouvais sentir qu'il n'y avait pas de bruit dehors. Aucun oiseau, aucun insecte, aucun son de vent entre les feuilles. Je continuais à conduire. 5 km, 10, 15. La forêt ne changeait pas. Elle était exactement la même à chaque étape. Les mêmes grands arbres droits, la même lumière verdâtre filtrée, la même absence totale de vie sauvage. Je n'ai même pas vu un lapin traverser la route, ce qui était étrange car sur les routes de montagne, il y a toujours des animaux. À 20 km, j'ai vu le premier bâtiment. C'était une maison, petite, en bois, avec un toit en tuiles rouges. Elle était au bord de la route, avec un jardin avant qui semblait parfaitement entretenu. Des fleurs aux couleurs vives poussaient en lignes ordonnées. Un balancier pendait d'un arbre dans la cour, mais il n'y avait personne. J'ai ralenti en observant. Les fenêtres de la maison étaient affermées mais propres. La porte principale, peinte en bleu clair, semblait fraîchement vernissée. Il n'y avait pas de voiture dans le garage ni de linge étendu dans la cour. Aucun signe de vie, mais pas non plus d'abandon. J'ai continué. À 500 mètres plus loin, une autre maison est apparue, semblable à la première. Bien entretenue, vide, avec un jardin impeccable et un vélo d'enfant appuyé contre le mur, comme si quelqu'un venait de le laisser là. Et puis une autre maison, et encore une autre. Je commençais à sentir une boule au ventre. À 25 km du détour, la forêt s'est ouverte et un village entier est apparu devant moi. Il n'était pas grand. Peut-être 50 ou 60 maisons réparties de chaque côté de la route. Il y avait une place centrale avec une fontaine, une petite église avec un clocher blanc, une épicerie, une école, un parc pour enfants avec des balançoires qui se balançaient doucement, même s'il n'y avait pas de vent. Tout était absolument impeccable et absolument vide. Je m'ai arrêté le camion au milieu de la rue principale.
J'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi était si dense que je pouvais le sentir appuyant contre mes oreilles. Je suis resté assis dans la cabine, les mains encore sur le volant, essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas un village fantôme. Les villages fantômes sont délabrés, avec des fenêtres cassées et des mauvaises herbes poussant entre les fissures du trottoir. Cet endroit semblait habité, mais il n'y avait pas une seule personne. Aucune voiture garée, aucune lumière allumée dans aucune maison, aucun son de télévision ou de radio. Rien. J'ai regardé mon téléphone. Pas de signal, comme je m'y attendais. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 11h34. Quelque chose dans mon instinct me criait de démarrer le camion et de partir immédiatement. Mais une autre partie de moi, la partie curieuse, avait besoin de comprendre ce qu'était cet endroit. J'ai ouvert la porte de la cabine et je suis descendu. L'air dehors était calme, ni froid ni chaud, neutre, comme si la température n'existait pas. Mes bottes frappèrent le pavé avec un son qui résonna plus fort que d'habitude dans ce silence absolu. Je marchais vers la place centrale. Chaque pas résonnait. Je pouvais entendre ma propre respiration, le frottement de mes vêtements, le craquement des semelles de mes bottes. Mais rien d'autre. La fontaine au centre de la place avait de l'eau cristalline. Elle coulait, se déplaçait en cercle parfait. Je m'approchais et touchais l'eau de la main. Elle était glacée, réelle. Elle mouilla ma peau et je sentis le froid monter le long de mon bras. Je regardais autour de la place. Les bancs étaient propres, sans feuilles ni saleté. Les arbres plantés dans des jardinières en béton étaient parfaitement taillés. La pelouse du parc central était d'un vert vif et court, comme si quelqu'un l'avait coupée ce matin même. Mais il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers l'épicerie. La porte était fermée, mais pas à clé. Je l'ai poussée doucement et elle s'est ouverte, faisant sonner une petite cloche au-dessus du cadre. À l'intérieur, les étagères étaient entièrement approvisionnées. Des boîtes de nourriture, des paquets de biscuits, des bouteilles de soda. Tout était parfaitement organisé, avec les prix indiqués sur des étiquettes écrites à la main. Il y avait une vieille caisse enregistreuse sur le comptoir, fermée. Un calendrier sur le mur affichait le bon mois, octobre. Mais l'année sur le calendrier datait de 30 ans auparavant. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Je suis sorti rapidement du magasin. La petite cloche a sonné à nouveau, trop fort dans ce silence antinaturel. J'ai décidé de vérifier l'église. Peut-être y trouverais-je des réponses, ou au moins une piste sur ce qui était arrivé aux gens de ce village. La porte de l'église était en bois lourd, sculptée de scènes bibliques. Elle était entr'ouverte. Je l'ai poussée complètement et suis entré. L'intérieur était frais et sentait la cire, bien qu'aucune bougie ne fût allumée. Les bancs en bois étaient alignés en rangées parfaites. L'autel au fond avait un Christ en croix, des fleurs fraîches de chaque côté et un livre ouvert qui semblait être une Bible. Je me suis promené dans le couloir central. Mes pas faisaient écho contre les murs en pierre. Je suis arrivé jusqu'à l'autel et j'ai regardé le livre. Ce n'était pas une Bible, c'était un registre. Un livre de noms écrits à la main à l'encre noire. Page après page, des noms, des centaines d'entre eux, tous avec la même date à côté, le 17 octobre 1994. Je sentais mon cœur battre plus vite. C'était le 17 octobre, le même jour, mais 30 ans plus tard. Je tournais les pages avec des doigts tremblants. Chaque nom avait une brève annotation à côté. Maria Santos, accepté. José Ramirez, accepté. Carmen Lopez, accepté. Pedro Martinez, accepté. Page après page. Tous avaient accepté. Accepté quoi? Je continuais à vérifier jusqu'à ce que j'arrive aux dernières entrées. Là, le motif changeait. Ana Ruiz, rejeté. Miguel Torres, rejeté. Isabel Mendoza, rejeté. Seulement 3 noms. 3 personnes qui avaient rejeté ce qui leur avait été offert. Et à côté de ces 3 noms, écrites à l'encre rouge, il y avait 3 mots qui glacèrent mon sang. Reste avec nous. Je fermai le livre d'un coup. Le son résonna dans toute l'église comme un tonnerre. Je devais partir d'ici. Je devais retourner à mon camion et quitter cet endroit immédiatement. Je suis sorti en courant de l'église. Le soleil était toujours caché derrière des nuages bas que je ne me souvenais pas avoir vus auparavant. La lumière était grise, plate, sans ombre définie. Je courus vers l'endroit où j'avais laissé mon camion, dans la rue principale en face de la place. Il n'était pas là. Je me suis arrêté brusquement, haletant, regardant l'espace vide où j'avais stationné il y a à peine 10 minutes.
Le camion avait disparu. Il n'y avait aucune trace de pneu, aucun signe qu'il ait été là. La panique a commencé à m'envahir. « Salut !» ai-je crié. Ma voix a rebondi entre les bâtiments vides. Y a-t-il quelqu'un ici? Rien. Juste l'écho de mes propres mots qui s'estompaient dans l'air calme. Je me suis mis à marcher rapidement dans la rue principale, cherchant mon camion, cherchant une explication. Je suis passé devant l'école. Les fenêtres montraient des salles de classe entièrement équipées, des tableaux avec des devoirs écrits, des pupitres ordonnés, des sacs à dos suspendus au dossier des chaises, comme si les élèves avaient disparu en plein cours. Je suis passé devant un restaurant. À travers la fenêtre, je pouvais voir des tables dressées avec des couverts et des assiettes, des verres remplis d'eau, de la nourriture dans les assiettes, comme si quelqu'un s'apprêtait à manger et s'était simplement évaporé. Cet endroit n'était pas abandonné. Il était figé, suspendu au moment précis où quelque chose s'était produit. J'ai continué à marcher jusqu'à la fin du village. Là, le chemin poursuivait son chemin dans la forêt. Une pancarte en bois peinte à la main disait « Sortie, 20 km ». Je n'avais pas le choix. Mon camion avait disparu. Je ne pouvais pas revenir par où j'étais venu sans véhicule. Je devais continuer et faire confiance que cette route me ramènerait quelque part de réel, quelque part qui existait sur les cartes. J'ai commencé à marcher. La forêt autour du chemin était identique à celle que j'avais traversée dans le camion. Des arbres parfaitement droits, une lumière verdâtre, un silence absolu. Mais maintenant que j'y allais à pied, je pouvais remarquer des détails que je n'avais pas vus depuis la cabine. Les arbres n'avaient pas d'écorce. Ou mieux dit, ce qui semblait être de l'écorce de loin, de près révélait être quelque chose de plus. Une surface lisse, sans texture, comme si c'était des colonnes peintes pour ressembler à des arbres mais sans en être vraiment. Je me suis approché d'un et je l'ai touché. Il était froid, dur, pas comme du bois, comme de la pierre, ou comme quelque chose que je n'avais jamais touché auparavant. J'ai rapidement retiré ma main et j'ai continué à marcher. Après ce que j'ai ressenti comme une heure, bien que ma montre indiquait toujours 11h34, j'ai entendu quelque chose. Des pas, derrière moi. Je me suis arrêté. Les pas se sont arrêtés aussi. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne sur le chemin. Juste la ligne droite d'asphalte parfait disparaissant entre les arbres faux. J'ai attendu. J'ai retenu mon souffle. Les pas recommencèrent, plus proches maintenant, définitivement derrière moi. Mais quand je regardais, il n'y avait rien de visible. Je me mis à marcher plus vite. Les pas me suivaient, maintenant le même rythme, comme un écho déformé de mes propres mouvements. Je courus, les pas coururent aussi, plus vite, plus proche. Je pouvais sentir quelque chose s'approcher, même si je ne pouvais pas le voir. Une présence, une intention. Devant, entre les arbres, apparut une silhouette. Elle était humaine, ou du moins elle en avait l'apparence. Elle se tenait au milieu du chemin, complètement immobile, m'observant. Je m'arrêtais, haletant à cause de l'effort de courir. La figura no se movió. Era una mujer. Vestía un vestido simple, de color azul claro. Su cabello largo caía sobre sus hombros. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había nariz. No había boca. Solo una superficie lisa donde debería haber un rostro. Retrocedí un paso. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto curiosamente humano viniendo de algo tan obviamente inhumano. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro ronco. La figura no respondió. No tenía boca con la cual responder. Pero entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de todas partes a la vez. Del aire mismo. Un visitante, dijo la voz. Era femenina pero extraña, como múltiples voces hablando al unísono con un ligero desfase. Hace mucho que no tenemos visitantes. ¿Dónde estoy?, pregunté. ¿Qué es este lugar? Hogar, respondió la voz. Era un hogar, para muchos, pero hicieron una elección, y las elecciones tienen consequences. La figure sans visage commença à marcher vers moi, lentement. Ses pieds ne faisaient pas de bruit en touchant l'asphalte. Ceux qui ont accepté, poursuivit la voix, sont partis ailleurs, un endroit meilleur, nous ont-ils promis. Un endroit où il n'y aurait jamais de souffrance ni de douleur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était partir, tout abandonner, le laisser derrière. Je me suis forcé à ne pas reculer davantage, à rester ferme même si chaque instinct dans mon corps me criait de fuir. Et ceux qui n'ont pas accepté,
demandai-je, en me rappelant les 3 noms dans le livre de l'église. La figure s'arrêta à quelques mètres de moi. Elle pencha la tête de l'autre côté. Ceux qui n'ont pas accepté, dit la voix, maintenant plus proche, plus intime, comme si elle murmurait directement à mon oreille, sont restés. Mais ils ne pouvaient pas rester seuls. Alors, nous leur avons offert une compagnie. Nous leur avons donné un village entier, parfait, immuable, éternel. Cet endroit, expliqua la voix, est la mémoire. C'est l'écho de ce qui a été. Ceux qui ont rejeté l'offre ne voulaient non pas quitter leur foyer. Ainsi, leur foyer ne les a jamais quittés. Ils restent ici, pris au piège dans le dernier instant avant que le reste ne parte. Et ils restent aussi, veillant, attendant, maintenant tout exactement comme il était. Où sont-ils ? Demandai-je. Où sont ces 3 personnes ? La silhouette sans visage leva un bras et pointa vers l'arrière, vers le village. Ils ne sont jamais partis, dit la voix. Ils sont dans leur maison, à l'église, à l'école, marchant dans les rues qu'ils aimaient, mais ils ne sont plus comme toi. Ils ne sont plus comme ils étaient. Ils font partie du lieu maintenant, inséparables de lui. Je sentis mes jambes trembler. Et moi, demandai-je, qu'est-ce qui va m'arriver ? La silhouette abaissa le bras, inclina la tête en avant, comme si elle m'étudiait alors qu'elle n'avait pas d'yeux pour voir. Tu as pris le détour, dit la voix. Tu as choisi de venir ici. Tous les 30 ans, à cette date précise, le chemin apparaît. C'est une invitation, une opportunité pour quelqu'un de nouveau de découvrir cet endroit. Et quand ils le font, on leur pose une question. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Quelle question ? Chuchai. La silhouette sans visage fit un pas de plus vers moi, et un autre, jusqu'à ce qu'elle soit si proche que je pourrais la toucher. La voix, maintenant directement dans ma tête, demanda « Acceptes-tu de rester ?» Le monde autour de moi changea. Je n'étais plus sur le chemin de la forêt. J'étais de retour au village. Mais le village avait changé. Il y avait maintenant des gens. Des dizaines de personnes marchaient dans les rues, faisaient leurs courses dans les magasins, assises sur les bancs de la place. Des enfants jouaient dans le parc. Tout semblait normal, vivant, réel. Mais quand je regardais de plus près, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas avec toutes ces personnes. Elles bougeaient légèrement désynchronisées, comme des acteurs suivant un script mais oubliant leurs lignes de temps en temps. Leurs visages changeaient subtilement quand on ne les regardait pas directement, révélant pendant une seconde cette même surface lisse et sans traits avant de revenir à la normale. « Tu peux rester », offrit la voix. « Tu peux vivre ici, en paix, en perfection. Tu ne vieillirais jamais, tu ne souffrirais jamais, tu n'aurais jamais à t'inquiéter de rien. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter, c'est-à-dire dire oui. » C'était tentant, terriblement tentant. Une partie de moi, celle fatiguée de conduire pendant des heures, de travailler jusqu'à l'épuisement, de m'inquiéter pour l'argent, les délais et les livraisons, voulait dire oui. Mais alors je me suis souvenu des noms dans le livre, les 3 qui ont refusé. Ils restent avec nous, pas comme des invités, comme des prisonniers. Et si je dis non, demandai-je. La voix garda le silence un instant. Le peuple autour de moi se figea. Les gens cessèrent de bouger. Les enfants restèrent suspendus dans l'air au milieu de leurs sauts. Tout s'arrêta sauf moi et la silhouette sans visage devant moi. « Si tu dis non, » répondit enfin la voix, « tu dois partir, et tu ne pourras jamais revenir, et tu ne pourras jamais parler de cet endroit, parce que si tu le fais, si tu essaies de guider d'autres ici, si tu essaies d'exposer ce que nous sommes, alors tu rompras l'accord, et nous viendrons te chercher, peu importe où tu es. Peu importe combien de temps cela prendra, finalement, nous viendrons. » J'avalis ma salive. Ma gorge était sèche. « Quelle est ta réponse ?» demanda la voix. Je regardais autour du village figé. Je regardais les visages sans expression des personnes qui n'étaient pas des personnes. Je regardais la perfection artificielle de chaque bâtiment, chaque arbre, chaque détail méticuleusement maintenu dans un état de conservation impossible. Et je me souvins de mon camion, de ma vie, de mon monde réel, avec toutes ses imperfections et ses difficultés. « Non, » dis-je fermement, « je n'accepte pas, je veux partir. » Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, le peuple a commencé à disparaître. Pas d'un coup, progressivement, comme une photographie exposée trop longtemps au soleil. Les couleurs sont devenues plus pâles, les bâtiments plus translucides,
Les personnes figées sont devenues comme des fantômes avant de disparaître complètement. La silhouette sans visage a été la dernière à partir. Elle est restée là, m'observant avec sa tête inclinée, jusqu'à ce qu'elle aussi se dissolve dans l'air comme de la fumée. Et puis j'étais de retour sur la route, seul, entouré d'arbres réels avec une écorce véritable et des feuilles qui murmuraient avec le vent réel. Devant, je pouvais voir la lumière, la vraie lumière du soleil, la sortie de la forêt. Je courus vers elle. Quand j'ai émergé entre les arbres, j'ai failli pleurer de soulagement. J'étais de retour sur la route principale, la même route de montagne que je parcourais ce matin-là. Et là, garé sur la bande d'arrêt d'urgence à une centaine de mètres, se trouvait mon camion. Je courus vers lui. La porte était déverrouillée. Les clés étaient dans le contact. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf qu'il y avait maintenant une fine couche de poussière sur le tableau de bord, comme si le camion était resté là pendant des jours. Je démarrai le moteur. Le Volvo prit vie avec son rugissement familier et réconfortant. Je regardais l'horloge du tableau de bord. 16h37. Plus de 5 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais pris le détour. Mais pour moi, cela avait semblé beaucoup moins, ou peut-être beaucoup plus. Le temps dans cet endroit ne fonctionnait pas normalement. Je conduisis sans m'arrêter jusqu'à ma destination. J'ai livré la cargaison en retard, inventé une excuse sur des problèmes mécaniques et me suis enregistré dans un hôtel bon marché pour passer la nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la silhouette sans visage. J'entendais la voix m'offrant de rester dans ce village parfait et mort. Le lendemain matin, j'ai cherché sur Internet. J'ai enquêté sur des villages disparus dans cette région. J'ai trouvé quelque chose. Il y avait une fois un village. Il s'appelait San Isidro del Valle. En octobre 1994, tous ses habitants ont disparu en une seule nuit. Ils sont simplement partis. Ils ont laissé leur maison, leurs biens, tout. Lorsque les autorités sont arrivées quelques jours plus tard, elles ont trouvé le village complètement intact mais vide. Les enquêtes n'ont rien donné. Il n'y avait aucun signe de violence. Il n'y avait aucune preuve d'une évacuation planifiée. Les gens avaient simplement disparu. Avec le temps, l'affaire a été classée sans solution. On a supposé qu'il s'agissait d'un type de suicide collectif ou que tout le monde avait fui pour des raisons inconnues. Mais je connaissais la vérité. Ils avaient accepté une offre, une promesse de quelque chose de mieux. Et ils étaient donc partis vers un endroit que je ne pouvais ni suivre ni imaginer. Tous sauf 3 personnes. Ana Ruiz, Miguel Torres et Isabel Mendoza. Ceux qui avaient dit non, ceux qui avaient préféré rester chez eux, peu importe le prix. Et maintenant, ce foyer les maintenait prisonniers, piégés dans une écho éternelle du dernier instant, avant que tous les autres ne partent. Cela fait 2 mois depuis. Je suis retourné plusieurs fois sur cette route de montagne pour faire des livraisons dans la région. Chaque fois que je passe là où le détour devrait être, je regarde attentivement. Il n'y a rien. Juste une forêt dense de chaque côté de la route. Pas de chemin secondaire. Pas de panneau promettant un raccourci. Rien qui suggère qu'il y ait jamais eu une entrée à cet endroit. Mais je sais qu'il reviendra. Dans 30 ans, le 17 octobre, la route apparaîtra à nouveau. Et un autre conducteur fatigué cherchant à gagner du temps prendra ce détour. Et on lui posera la même question qu'à moi. Parfois, je me demande ce qui aurait pu arriver si j'avais dit oui. Si je marcherais maintenant dans ces rues parfaites, entourées de simulacres de personnes, vivant dans une perfection artificielle mais sans douleur ni problème. Parfois, je me demande ce qu'il reste des 3 qui sont restés, s'ils sont toujours conscients là-dedans, s'ils savent ce qu'ils sont maintenant, s'ils souffrent dans leur prison de perfection, ou s'ils ont oublié ce qu'était être humain depuis si longtemps que cela n'a plus d'importance. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai que ceci, la certitude absolue qu'il existe des endroits dans ce monde qui ne devraient pas exister. Des endroits piégés entre ce qu'ils ont été et ce qu'ils auraient pu être. Des endroits qui attendent patiemment que quelqu'un prenne le mauvais chemin. Et quand ils le feront, quand cette déviation apparaîtra devant eux en promettant un raccourci et du temps économisé, j'espère qu'ils se souviendront de quelque chose d'important. Certains raccourcis ne vous mènent pas là où vous voulez aller. Ils vous mènent là où quelque chose d'autre veut que vous soyez. Et une fois que vous y arrivez, en sortir demande plus que simplement dire non. Cela demande d'être prêt à porter la connaissance de cet endroit pour le reste de votre vie. Cela demande de vivre en sachant qu'il existe, qu'il attend, et qu'il reviendra éventuellement. Chaque fois que je conduis de nuit maintenant, je vérifie mes cartes obsessionnellement. Je m'assure de connaître chaque tronçon de chaque itinéraire. Je ne fais pas confiance aux raccourcis.
Je ne fais pas confiance aux détours non marqués. Et chaque 17 octobre, peu importe où je suis, je m'assure d'être quelque part en sécurité, entouré de gens, loin de toute route isolée de montagne, parce que je sais que le village est toujours là, quelque part entre le réel et l'impossible, en attente, préservant sa perfection. Et les trois qui ont dit non continuent de marcher dans leur rue vide, purgant leur condamnation à l'éternité dans l'endroit qu'ils aimaient trop pour le laisser partir. Parfois, dans mes cauchemars, je vois la silhouette sans visage debout au bord de la route, me regardant passer, inclinaison de la tête dans ce geste curieusement humain, et j'entends la voix chuchotant dans mon esprit « Tu reviendras. » Finalement, tous reviennent, mais je refuse d'y croire. Je refuse d'accepter que cet endroit ait un quelconque pouvoir sur moi, au-delà de la peur qu'il m'inspire. Je continue à conduire, je continue à travailler, je continue à vivre ma vie imparfaite dans mon monde imparfait. Et chaque nuit, avant de dormir, je me répète la même chose, j'ai dit non. J'ai choisi de partir, et je suis libre. Même si parfois, dans l'obscurité juste avant l'aube, lorsque le monde est plus calme et le silence plus profond, je me demande si cela est vraiment vrai, ou si une partie de moi est restée dans ce village, en attendant, en observant, en comptant les jours jusqu'au prochain 17 octobre, lorsque le cycle recommencera. Voici comment se termine le récit que j'ai reçu. La personne qui me l'a envoyé dit qu'elle n'a plus jamais pris de détour non indiqué clairement sur des cartes officielles. Si tu as déjà vu un détour qui ne devrait pas être là, ou si tu as visité un endroit qui semblait exister hors du temps normal, j'aimerais connaître ton expérience. Laisse-la dans les commentaires. Parfois, partager ces histoires nous aide à traiter l'inexplicable. Conduis prudemment, et rappelle-toi que tous les chemins ne mènent pas là où nous croyons. À bientôt. Cette histoire me l'a envoyé Matteo, un garde forestier qui travaillait dans la cordillère patagonienne argentine. Il m'a contacté après avoir entendu plusieurs histoires sur la chaîne et m'a dit qu'il avait besoin de partager quelque chose qui lui était arrivé il y a 3 ans. Si vous avez aussi vécu des expériences étranges dans des endroits reculés, en forêt ou en montagne, où la nature semble avoir ses propres règles, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire des rencontres dans des lieux isolés où l'inexplicable semble plus possible. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une forêt froide et silencieuse, dans le sud de l'Argentine, où Matteo a découvert que parfois le silence cache des choses qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Je m'appelle Matteo et pendant 7 ans, j'ai été garde forestier dans le parc national Nahuel Huapi, en Patagonie argentine. C'est un travail solitaire, mais c'était précisément ce que j'aimais. Après des années à vivre à Cordoba, entouré de bruit et de gens, la solitude des montagnes me semblait un paradis. Le parc couvre plus de 700 000 hectares de forêts, de lacs et de montagnes. Mon secteur assigné était une zone particulièrement reculée à l'extrémité nord-ouest du parc, près de la frontière avec le Chili. Il y avait un poste de garde-parc là-haut, une cabane en bois de 2 pièces avec des panneaux solaires, un poêle à bois et une radio à ondes courtes pour les urgences. Le village le plus proche était à 4 heures, en camionnette, sur des routes de terre. Je passais 2 semaines consécutives dans la cabane, seul, à surveiller les sentiers, à prévenir les incendies, à enregistrer la faune. Ensuite, j'avais 1 semaine de repos à Bariloche avant de repartir. C'était une existence simple, cela me plaisait. Tout cela a changé en mai 2021. C'était mon 6e jour de service. C'était lundi et tout s'était déroulé normalement. Les températures étaient déjà basses, proches de 0 pendant la journée et en dessous de 0 la nuit. Les forêts de Quahu et de Lenga étaient nues, leurs branches squelettiques contre le ciel gris. La neige avait commencé à tomber par intermittence. Jeudi après-midi, j'ai décidé de faire une inspection d'un sentier que je n'avais pas vérifié depuis des mois. Il s'appelait Sentier du Cañadón Oscuro, un nom que les locaux lui avaient donné il y a des décennies. C'était un sentier de 8 km qui serpentait à travers une vallée étroite entre 2 montagnes, où le soleil n'atteignait presque jamais, même en été. Personne n'utilisait ce sentier. Il était trop éloigné des routes touristiques et ne menait à aucun point de vue spectaculaire ni à un lac pittoresque. C'était simplement une forêt dense, silencieuse et froide. Mais c'était ma responsabilité de le vérifier périodiquement. Je suis sorti de la cabane vers 2 heures de l'après-midi, avec suffisamment de lumière du jour pour y aller et revenir avant la tombée de la nuit. J'avais mon sac à dos avec l'essentiel. De l'eau, de la nourriture, une lampe de poche, un couteau, une radio, une trousse de premier secours.
Et mon fusil, que je portais toujours au cas où je rencontrerais un puma ou un sanglier agressif. Le sentier commençait juste derrière la cabane et descendait progressivement vers le canyon. Les premiers kilomètres furent tranquilles. Seul le bruit de mes bottes sur les feuilles mortes et le cri occasionnel d'un oiseau se faisaient entendre. L'air était immobile, comme si la forêt retenait son souffle. Après 1 heure de marche, le sentier s'enfonçait dans la partie la plus profonde du canyon. Les montagnes de chaque côté s'élevaient abruptement, bloquant la lumière. Même en plein après-midi, là-bas en contrebas, il semblait faire nuit. Les ombres étaient longues et épaisses. C'est alors que je remarquai le silence. Pas le silence habituel de la forêt. Ce silence vivant, rempli de petits bruits, feuilles qui bougent, branches qui craquent, petits animaux qui se déplacent dans la végétation. C'était différent. C'était un silence absolu, total, comme si tous les êtres vivants à des kilomètres à la ronde avaient disparu ou étaient cachés. Je m'arrêtais, je regardais autour de moi. Rien ne bougeait. Pas une feuille, pas un insecte, rien. Et alors je l'ai entendu, très doucement au début, presque imperceptible. Un murmure. Non, ce n'était pas un murmure. C'étaient des murmures, plusieurs voix très basses, parlant toutes en même temps. Je ne pouvais pas distinguer les mots, juste le murmure constant de voix superposées. Je regardais vers les arbres, essayant d'identifier la source. Des touristes perdus, des randonneurs sur un autre sentier proche, mais il n'y avait pas d'autres sentiers à proximité, et les voix ne venaient d'aucune direction spécifique. Elles semblaient me venir de partout et de nulle part en même temps. « Bonjour » appelai-je. « Y a-t-il quelqu'un » Les voix se sont arrêtées immédiatement. Le silence qui a suivi était encore plus oppressant. J'ai attendu. 30 secondes. 1 minute. Rien. C'était probablement le vent, pensai-je, bien qu'il n'y eût rien de vent. Les arbres étaient complètement immobiles. Je continuais à marcher, mais maintenant j'étais sur mes gardes. J'avais la main près de la radio, prête à demander du secours si nécessaire. 15 minutes plus tard, les voix sont revenues, plus fortes cette fois. Et maintenant, je pouvais distinguer quelque chose de plus. Elles ne murmuraient pas seulement. Certaines pleuraient, des sanglots doux, étouffés, mêlés aux murmures. Les poils de ma nuque se sont hérissés. J'ai dégainé mon fusil, plus par instinct que par logique. Que pouvais-je leur tirer dessus? Des voix? Qui est là? Ai-je crié avec plus de fermeté. Identifiez-vous. Cette fois, les voix ne se sont pas arrêtées. Au contraire, elles sont devenues plus intenses. Et alors, pour mon horreur absolue, j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. J'ai entendu mon nom. Matteo. Matteo. Ce n'était pas une voix, c'était plusieurs, toutes chuchotant mon nom à l'unisson, certaines sur un ton suppliant, d'autres sur un ton accusateur, d'autres simplement vide. Je suis reculé d'un pas. Le fusil tremblait dans mes mains. Qui diable est là? Matteo, viens. Matteo, aide-nous. Matteo. Les voix semblaient maintenant bouger, s'approchant, m'entourant. Je pouvais les entendre à ma droite, à ma gauche, derrière moi, partout. J'ai décidé de faire demi-tour. Ce n'était pas normal. Je devais sortir d'ici. Je pourrais revenir avec des renforts, avec des explications logiques. Mais maintenant, je voulais juste partir. Je me suis mis à marcher rapidement dans le sens inverse. Les voix me suivaient. Ne pars pas. Matteo, ne pars pas. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. J'ai accéléré le pas. Les voix sont devenues plus urgentes, plus désespérées. Non, Matteo, reste, écoute-nous. S'il te plaît. J'ai commencé à courir. Mes bottes frappèrent le sentier avec force. Ma respiration était lourde, formant des nuages dans l'air froid. Le fusil rebondissait contre mon dos. Et alors, quelque chose m'a fait trébucher. Ce n'était pas une racine, ce n'était pas une pierre. C'était comme si quelque chose, une main invisible, me saisissait la cheville et tirait. Je suis tombé violemment, frappant le sol avec force. Le fusil a glissé plusieurs mètres sur le sentier. Les voix ont éclaté en volume. Elles ne murmuraient plus. Elles criaient « Matteo! Matteo! Matteo !» Je me suis traîné vers mon fusil, désespéré. Mes doigts l'ont atteint juste au moment où j'ai ressenti quelque chose de plus, un froid intense dans ma jambe, là où quelque chose m'avait attrapé. Ce n'était pas le froid du climat, c'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, qui faisait mal d'une manière que le froid normal ne fait pas. J'ai saisi le fusil, je me suis retourné et j'ai pointé vers rien. Il n'y avait rien de visible là-bas.
Juste la forêt vide, juste les arbres immobiles, juste les ombres profondes. Mais les voix continuaient, et maintenant, je pouvais entendre les mots plus clairement. Ils nous ont laissés, ils nous ont oubliés. Aide-nous, trouve-nous, s'il te plaît. Ne nous laisse pas ici. Je me suis levé, ignorant la douleur dans ma jambe. J'ai commencé à courir à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas arrêté. J'ai couru pendant ce qui a semblé une éternité, avec les voix me poursuivant, criant, suppliant, accusant. Seulement lorsque je suis enfin sorti du ravin, lorsque le sentier a commencé à monter et que la lumière du jour, le peu qui restait, est devenue plus présente, les voix ont commencé à s'estomper. Elles sont devenues plus faibles, plus lointaines, jusqu'à ce qu'enfin il ne reste plus que le silence normal de la forêt, le craquement des branches, le vent doux, le son de ma propre respiration haletante. Je suis arrivé à la cabane lorsque le soleil se couchait. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, ce que je ne faisais jamais, et je me suis effondré dans une chaise, tremblant. Qu'était-ce que cela? Une hallucination? Un manque d'oxygène dû à l'altitude? Un gaz naturel du sol provoquant des hallucinations auditives? J'ai essayé de trouver des explications rationnelles, mais aucune ne pouvait expliquer comment les voix connaissaient mon nom, comment elles m'avaient attrapé, comment le froid dans ma jambe persistait encore, des heures plus tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis près du poêle, avec le fusil sur mes genoux, écoutant les sons de la forêt nocturne. Chaque craquement me faisait sursauter. Chaque ombre que je voyais par la fenêtre me faisait sauter. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé le sang. « Pourquoi poses-tu des questions sur le Cañadón ?» dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement, il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire horrible. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était éloigné, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. Parce que ce ne sont que des histoires, Matteo. Nous ne pouvons pas prendre de décisions de personnel basées sur des superstitions. Et ce sentier doit être surveillé comme n'importe quel autre. Après avoir raccroché la radio, je suis resté assis, en train de traiter l'information. 20 personnes, 20 voix, toutes criant à l'aide, toutes oubliées, toutes voulant être retrouvées. Je savais ce que je devais faire. J'ai passé les jours suivants à me préparer. J'ai approfondi mes recherches. J'ai contacté des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai parlé avec des historiens locaux. J'ai rassemblé toutes les informations possibles sur les disparitions dans cette région. Et puis, une semaine plus tard, je suis retourné au Cañadón Oscuro. Cette fois, je n'y suis pas allé seul. J'ai emmené avec moi une équipe d'anthropologues légistes de Buenos Aires, spécialistes dans la recherche des restes de disparus de la dictature. Je leur avais tout raconté. Mes expériences, les voix, l'histoire du lieu. Certains m'ont regardé avec scepticisme, d'autres avec compassion. Mais tous ont convenu que cela valait la peine d'enquêter. Nous sommes entrés dans le ravin tôt le matin. Cette fois, avec la lumière du jour complète et en groupe, l'endroit semblait moins menaçant. Mais le silence était toujours là, ce silence antinaturel. Nous utilisons des chiens entraînés pour détecter des restes humains et un géoradar portable pour scanner le sol. 3 heures après le début de la recherche, l'un des chiens a commencé à aboyer frénétiquement dans une zone dense de la forêt, à environ 50 mètres du sentier. L'équipe a commencé à creuser avec précaution. Ils ont trouvé des os, beaucoup d'os. Au cours des 2 semaines suivantes, l'équipe médico-légale a excavé méticuleusement la zone. Ils ont trouvé les restes de 18 personnes, hommes et femmes, certains très jeunes, enterrés dans des fosses peu profondes, exactement comme Ramiro l'avait dit. Chacun a été exhumé avec soin, documenté, préparé pour une identification par ADN. Après plus de 40 ans, certaines familles auraient enfin des réponses. Certains disparus seraient enfin identifiés et recevraient des funérailles dignes. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro.
s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé d'effroi. « Pourquoi tu demandes des infos sur le Cagnadon ?» dit Ramiro, mon superviseur, juste par curiosité. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire sombre. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était isolé, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. On estimait qu'au moins 20 personnes, activistes politiques, étudiants, enseignants, avaient été emmenés dans cette gorge et exécutés sur place. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, probablement enterrés dans des fosses peu profondes quelque part dans la forêt, cachés sous des décennies de feuilles mortes et de végétation. Les gardes forestiers les plus âgés disent que ce sentier est maudit, poursuivit Ramiro, que les esprits des disparus y sont encore, cherchant à être trouvés. Mais ce ne sont que des superstitions, tu comprends? Rien d'officiel. Est-ce que quelqu'un m'a déjà signalé des choses étranges là-bas? Une autre pause. Certains ont rapporté entendre des voix, ressentir des présences. Un garde forestier dans les années 90 a dit que quelque chose l'avait attaqué sur ce sentier. Il a été retrouvé inconscient avec des marques sur les bras, comme si quelqu'un l'avait saisi fermement. Mais il était seul. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres. J'ai regardé ma propre jambe. J'avais encore des ecchymoses là où quelque chose m'avait attrapé la veille. Des ecchymoses en forme de doigt. Pourquoi personne ne m'a averti de cela avant de m'assigner ce secteur? Ai-je demandé en essayant de contrôler ma voix. La nuit après avoir terminé l'exhumation, je suis resté dans la cabane. J'étais épuisé physiquement et émotionnellement. Mais je sentais que je devais faire quelque chose de plus. Je suis retourné au Cañadón Oscuro, seul, au coucher du soleil. C'était probablement imprudent, mais je sentais que je devais le faire. Je suis arrivé à l'endroit où ils avaient creusé. Maintenant, il y avait des marqueurs, du ruban de police jaune, des signaux d'activité récente. Je me suis arrêté là, dans le silence de la forêt. Nous les avons trouvés, ai-je dit à voix haute. Ils ne sont plus seuls, ils ne sont plus oubliés. Maintenant, leurs familles sauront ce qui leur est arrivé. Maintenant, ils peuvent reposer en paix. J'ai attendu. La forêt était complètement silencieuse, mais c'était un silence différent, pas le silence oppressant d'avant. C'était paisible, comme si la forêt pouvait enfin respirer. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas ressenti de froid anormal. Juste le vent doux faisant bouger les branches, le chant lointain d'un oiseau, le craquement normal de la vie dans la forêt. Je suis resté là pendant 1 heure, simplement assis par terre, laissant la paix du moment m'envahir. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation de chaleur dans la poitrine, malgré le froid de la nuit. Et je pourrais jurer avoir entendu un murmure, si doux qu'il aurait pu être le vent. Merci. J'ai travaillé encore 6 mois comme garde forestier après cela. Je suis retourné plusieurs fois au Cañadón Oscuro. Je n'ai plus jamais entendu les voix. L'endroit semblait différent maintenant. Il était toujours solitaire, toujours sombre, mais la présence troublante avait disparu. Finalement, j'ai quitté mon emploi. Pas par peur, mais parce que je sentais que j'avais accompli quelque chose d'important là-bas. J'avais entendu quand d'autres n'ont pas entendu. J'avais aidé quand d'autres ont passé leur chemin. Maintenant, je vis à Bariloche. Je travaille comme guide touristique. Vie normale. Mais je porte toujours cette expérience en moi. Le souvenir de ces voix et la leçon que j'ai apprise. Parfois, les morts ont besoin des vivants. Pas pour leur faire peur, pas pour leur faire du mal, mais simplement pour être rappelés, pour être trouvés, pour que quelqu'un écoute enfin leur histoire. Le Cañadón Oscuro n'est plus un lieu maudit, c'est un lieu de mémoire. Et les voix qui criaient autrefois dans le désespoir reposent maintenant en paix. Du moins, c'est ce que je veux croire. Et avec cela se termine l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il m'a dit que c'était l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie, mais aussi la plus significative. 18 familles ont finalement obtenu des réponses grâce à ce qu'il a vécu. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable qui a fini par avoir un but plus grand, ou si tu as ta propre histoire sur des lieux de mémoire, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Parfois,
Le paranormal et le réel s'entrelacent de manière que nous n'attendons pas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et repose-toi bien. On se voit dans la prochaine histoire. Un suiveur nommé Javier m'a contacté il y a quelques semaines avec une expérience qui dit avoir complètement changé sa vie. Quand j'ai fini de lire son message, j'y ai réfléchi pendant des jours. Si tu as quelque chose de similaire à partager, je t'invite à me le raconter dans les commentaires ou à me l'envoyer directement. Maintenant, permets-moi de te ramener à l'été 2019, lorsque Javier a hérité d'un vieux domaine dans les montagnes et a découvert que certaines traditions ancestrales existent pour une raison. Ce que tu es sur le point d'entendre est perturbant, alors prépare-toi. Je n'aurais jamais dû abattre cet hôtel. Mais à ce moment-là, cela semblait être la bonne décision. Cela semblait logique. J'étais un homme de la ville, éduqué, avec 2 maîtrises et une carrière réussie d'architecte. Je ne croyais pas aux superstitions. Je ne croyais pas aux malédictions. Je ne croyais en rien qui ne puisse être expliqué par la science ou la raison. Maintenant, je sais mieux. Maintenant, je sais qu'il y a des choses dans ce monde que la raison ne peut toucher, des forces que la science ne peut mesurer, et des dettes qui doivent être payées peu importe combien de temps s'est écoulé. Tout a commencé quand mon grand-oncle Mauricio est mort. Il avait 93 ans et avait vécu toute sa vie dans une ferme dans les montagnes d'Oaxaca, au Mexique. Je ne le connaissais guère. Je l'avais peut-être vu 3 fois dans ma vie, toujours lors de réunions de famille où il restait dans un coin silencieux, observant tout le monde avec ses yeux sombres qui semblaient savoir des choses que nous ne savions pas. À ma grande surprise, il m'a laissé la ferme dans son testament. C'était le seul homme de la famille sans enfant, expliquait le document, et pour une raison quelconque, il considérait que j'étais le bon pour hériter de la propriété. Ma mère m'a averti de refuser l'héritage. Cette propriété a une histoire, Javier, me dit-elle au téléphone, sa voix chargée d'une inquiétude que je ne comprenais pas. Ton oncle Mauricio y a vécu seul pendant 70 ans. 70 ans sans se marier, sans avoir de famille. Il y a des raisons à cela. Quel genre de raisons ? Demandai-je à moitié amusé. Il y eut un long silence. Des choses dont on ne parle pas. Des choses que ton oncle comprenait et respectait. Si tu acceptes cette propriété, promets-moi que tu ne changeras rien. Surtout l'hôtel. Quel hôtel ? Tu le sauras quand tu le verras. Promets-le-moi, Javier. Je lui promis, bien que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je pensais que ce n'était que des superstitions de village, de vieilles histoires sans fondement. Comme je me trompais, j'ai voyagé à Oaxaca en juillet. La ferme était à 3 heures de la ville la plus proche, au bout d'un chemin de terre qui serpentait entre des montagnes couvertes de pins et de chênes. C'était un endroit magnifique, je dois l'admettre. 50 hectares de terre fertile avec une rivière qui la traversait, entourée de forêts vierges qui s'étendaient à perte de vue. La maison principale était une construction coloniale de 2 étages avec des murs épais en adobe et un toit en tuiles rouges. Elle avait été bien entretenue, compte tenu de l'âge de mon grand-oncle. Les chambres sentaient le vieux bois et les herbes sèches. Des meubles anciens recouverts de draps blancs remplissaient les espaces comme des fantômes silencieux. J'ai passé le premier jour à explorer. Il y avait des écuries vides, une grange pleine d'outils rouillés, un potager envahi par les mauvaises herbes. Tout parlait d'une époque révolue, d'un mode de vie qui n'existait presque plus. J'ai vu du potentiel. Avec un peu d'investissement, je pourrais transformer cela en un hôtel-boutique, un retrait écologique pour les touristes fatigués de la ville. Je faisais déjà des calculs mentaux sur les coûts et les bénéfices. J'ai trouvé l'hôtel au coucher du soleil du 2e jour. J'étais dans une clairière de la forêt, à environ 200 mètres derrière la maison. Un sentier à peine visible entre les arbres y menait. C'était une structure étrange, une plateforme en pierre d'environ 2 mètres de hauteur, avec des marches taillées menant au sommet. Sur la surface supérieure se trouvait un petit autel fait de pierres empilées, noirci par la suie de mainfeu. Autour de l'autel se trouvaient des objets curieux, des bougies consumées jusqu'à leur base, des assiettes avec de la nourriture pourrie, des tortillas moisies, des fruits en décomposition, ce qui semblait être des restes de viande, des bouteilles vides de mescal, des fleurs fanées et des poupées. Des dizaines de petites poupées faites de tissu et de paille, certaines si anciennes qu'elles se désagrégeaient au toucher.
Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cet endroit. Malgré la chaleur de l'été, j'ai ressenti un froid en m'approchant. Les oiseaux ne chantaient pas près de la clairière. L'air semblait épais, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas identifier mais qui faisait dresser les poils de ma peau. À la base de la plateforme, taillée dans la pierre avec des lettres presque effacées par le temps, il y avait une inscription en espagnol ancien. Je me suis penché pour la lire. « Ici demeure le gardien. Il se nourrit de ce qui est offert. Il se calme avec l'offrande. Quiconque rompra le pacte paiera de son sang. » Je ris nerveusement. C'était évidemment une sorte de site cérémoniel indigène, probablement préhispanique. Mon grand-oncle, dans sa vieillesse et sa solitude, avait maintenu vivante une certaine tradition ancestrale, laissant des offrandes comme l'auraient fait ses ancêtres. C'était anthropologiquement intéressant, je suppose, mais ce n'était pas quelque chose que j'allais continuer. La décision de le détruire est venue naturellement. Si je voulais transformer cette propriété en hôtel, je ne pouvais pas avoir un hôtel païen perturbant dans la forêt. Les touristes seraient effrayés. De plus, la clairière serait parfaite pour construire des cabanes supplémentaires. La vue d'ici était spectaculaire. Je suis rentré à la maison pendant que le soleil se cachait derrière les montagnes. Cette nuit-là, j'ai dormi de manière troublée. J'ai fait des rêves étranges, fragmentés. J'ai rêvé d'un homme grand et maigre, si maigre que ses os dépassaient de sa peau grise. Il n'avait pas de visage, juste une surface lisse où des traits auraient dû se trouver. Il se tenait dans la clairière, me regardant, et bien qu'il n'ait pas d'yeux, je savais qu'il me voyait. Je ressentais son regard comme un poids physique sur ma poitrine, me comprimant, m'étouffant. Je me suis réveillé en haletant. Il était 3h15 du matin. La maison était dans un silence absolu, un silence si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Et alors je l'ai entendu. Un bruit venant de la forêt. Un coup rythmique, comme si quelqu'un frappait la pierre contre la pierre. Fort, constant, insistant. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La pleine lune illuminait le terrain d'une lumière argentée et maladive. Je pouvais voir le chemin qui menait à la clairière. Et sur le chemin, quelque chose bougeait. C'était une silhouette, trop grande pour être humaine, trop maigre. Elle se déplaçait de manière étrange, avec des mouvements spasmodiques, comme si ses articulations ne fonctionnaient pas correctement. Elle marchait vers l'autel, et le bruit de coups provenait d'elle, de quelque chose qu'elle traînait ou frappait contre le sol. Mon esprit rationnel cherchait des explications. Un animal, un cerf peut-être, ou un ours. Mais les cerfs ne marchent pas sur deux pattes, et les ours n'ont pas cette forme. La silhouette est arrivée dans la clairière et a disparu parmi les arbres. Le bruit s'est arrêté. Le silence est revenu, encore plus oppressant qu'auparavant. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté assis sur le lit, toutes les lumières allumées, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une illusion. Une hallucination causée par la fatigue et la suggestion d'avoir vu cet hôtel troublant. Le lendemain matin, avec la lumière du soleil restaurant ma confiance, j'ai pris une décision. J'allais démonter cet hôtel, pas aujourd'hui mais bientôt. D'abord, j'avais besoin d'engager quelqu'un pour m'aider. Certaines de ces pierres étaient trop lourdes pour les déplacer seul. Je suis allé au village le plus proche, un petit endroit appelé San Andrés del Monte, pour chercher des ouvriers. Dans la seule cantine du village, j'ai trouvé 3 hommes prêts à travailler pour un salaire journalier raisonnable. Je leur ai expliqué que j'avais besoin d'aide pour nettoyer une partie du terrain, enlever quelques anciennes structures. « Quel type de structure ?» demanda l'un d'eux, un homme d'âge moyen avec des mains calleuses et un visage tanné par le soleil. Un vieux hôtel, des pierres empilées dans les bois. Les 3 hommes se regardèrent. Quelque chose s'est passé entre eux, une communication silencieuse que je n'ai pas pu interpréter. « Nous ne pouvons pas t'aider avec ça, dit finalement l'homme. Je vous paierai le double. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur. C'est une question de respect. Cet hôtel est là depuis plus longtemps que quiconque ne peut s'en souvenir. Don Mauricio s'en occupait, son père avant lui, et son grand-père avant cela. Il y a des raisons. Ce ne sont que des superstitions, dis-je, commençant à m'irriter. Peut-être, répondit l'homme en se levant, mais il y a des superstitions qui existent parce que la réalité derrière elles est trop terrible pour être expliquée autrement. Bonjour, monsieur. Les 3 sortirent de la cantine, me laissant seul avec ma frustration. Peu importe. Je pouvais le faire moi-même. Peut-être que cela me prendrait plus de temps, mais c'était possible. J'avais des outils dans le grenier, des marteaux, des leviers, des haches. Il me fallait juste de la détermination. Je commençais à travailler cet après-midi-là. D'abord, je nettoyais tous les déchets autour de l'hôtel, les offrandes pourries,
les bouteilles vides, les poupées inquiétantes. Je les empilais tous et les brûlais, ressentant une étrange satisfaction en voyant les flammes consumer ces objets. Puis je me suis consacré aux pierres de l'autel lui-même. Elles étaient anciennes, couvertes de mousse et de lichen, collées entre elles par quelque chose qui semblait un mélange d'argile et de chaux. J'ai commencé à frapper avec le maillet, délogeant les pierres une par une. C'était plus difficile que je ne l'avais prévu. Les pierres étaient fermement en place, et certaines étaient incroyablement lourdes. J'ai travaillé pendant des heures, en sueur sous le soleil de l'après-midi, jusqu'à ce que je parvienne à démonter le dessus de l'autel. Sous les pierres supérieures, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter. C'était un espace creux, une chambre cachée à l'intérieur de la structure. Et à l'intérieur de cette chambre, il y avait des choses, des os. De petits os qui pouvaient être d'animaux ou d'autres choses. Des morceaux de tissu pourris. Et un objet enveloppé dans du cuir si vieux qu'il s'effritait au toucher. Avec des mains tremblantes, je déroulais l'objet. C'était un couteau cérémoniel avec une poignée en os sculptée de symboles que je ne reconnaissais pas, et une lame d'obsidienne noire si tranchante que je me coupais le doigt rien qu'en la frôlant. Le sang tomba sur les pierres, et au moment où cela se produisit, je ressentis quelque chose. Comme si l'air lui-même s'était tendu autour de moi. Comme si quelque chose s'était réveillé. Un vent soudain souffla à travers la clairière, bien que le reste de la forêt restât immobile. Les arbres craquèrent. Quelque part à proximité, un oiseau cria, un son aigu et terrifié. Et alors j'entendis une voix, pas avec mes oreilles, mais dans ma tête. Une voix qui sonnait comme des os qui se brisent, comme de la terre glissant sur une tombe. Le pacte est rompu. Je lâchai le couteau et reculai, mon cœur battant à tout rompre. Je regardais autour de la clairière, mais il n'y avait personne. J'étais complètement seul. Tu as détruit ce qui maintenait la paix. Tu as versé du sang sans offrande. Tu as ouvert la porte. Qui es-tu ? Réussis-je à dire, ma voix sonnant petite et effrayée même à mes propres oreilles. Je suis le gardien. Je suis celui qui protège et celui qui réclame. Je suis antérieur à ton peuple, antérieur à ta langue, antérieur à ton Dieu. Et maintenant que le pacte est rompu, je dois me nourrir. Je me mis à courir. J'abandonnai les outils, le couteau, tout. Je courus vers la maison comme si le diable me poursuivait. Peut-être qu'il le faisait. Cette nuit-là, les choses empirèrent. Cela a commencé par des bruits, des coups contre les murs, des griffures sur les fenêtres, le son de pas lourds sur le toit, bien que la maison n'ait que 2 étages et qu'il n'y ait aucun moyen que quelqu'un soit sur le toit. Les pas allaient et venaient d'un bout à l'autre pendant des heures. Puis vinrent les visites. À travers la fenêtre de ma chambre, j'ai vu des silhouettes se déplacer dans le jardin. Elles étaient grandes et minces, avec des membres trop longs. Elles se déplaçaient en groupe, 7 ou 8 d'entre elles, marchant en cercle autour de la maison. Leurs têtes se tournaient vers les fenêtres en passant, et bien qu'il fasse trop sombre pour voir leur visage, je savais qu'elles me regardaient. J'ai tiré les rideaux et je me suis caché sous les couvertures comme un enfant effrayé. Cela ne servait à rien. Je pouvais les sentir là dehors, attendant. Au lever du jour, les silhouettes avaient disparu. Je suis sorti de la maison, désespéré de lumière et d'air frais. Le jardin était dévasté. Les fleurs avaient été arrachées. Le gazon montrait des marques étranges, comme si quelque chose de lourd avait été traîné en cercle. Et à la porte principale, gravée dans le bois avec quelque chose de tranchant, il y avait un message. 7 jours, 7 offrandes, ou 7 vies. Ma première réaction a été de fuir, faire mes valises et partir, oublier cette ferme maudite et ne jamais revenir. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce de l'orgueil, peut-être était-ce de l'entêtement, ou peut-être au fond, je savais que fuir ne servirait à rien. Ce n'était pas une question de lieu, c'était une question de moi. J'avais rompu le pacte, j'étais responsable. J'ai conduit de retour à San Andrés del Monte. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre ce qu'était le gardien et ce que signifiait ce message. Je trouvai l'homme de la cantine chez lui, une petite construction en adobe à la périphérie du village. Quand il ouvrit la porte et me vit, son expression devint sombre. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ? Tu as détruit l'hôtel. » Je ne niais pas. J'ai besoin de savoir ce que c'est. J'ai besoin de savoir comment l'arrêter. Il soupira et m'invita à entrer. Sa femme nous servit du café pendant qu'il me racontait l'histoire. Le gardien était ancien, plus ancien que les Aztèques, plus ancien que toute civilisation connue.
C'était une entité qui avait vécu dans ces montagnes depuis des temps immémoriaux, se nourrissant de... Eh bien, personne n'était vraiment sûr de ce dont elle se nourrissait. De vie peut-être, d'énergie, de sang. Les anciens peuples avaient appris à l'apaiser. Ils avaient déconstruit l'autel et établi un pacte, des offrandes régulières en échange de protection. Tant que les offrandes étaient maintenues, le gardien protégeait la terre, les cultures prospéraient, les animaux prospéraient, les maladies étaient tenues à distance. Mais si les offrandes cessaient, si le pacte était rompu, le gardien réclamerait sa dette d'une autre manière. Quel type d'offrande ? Demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Au début, il y a des siècles, c'était des vies, des sacrifices humains. Mais avec le temps, les anciens ont appris qu'ils pouvaient le satisfaire avec des substituts, des animaux, de la nourriture, du sang de coupure superficielle. Tant que le rythme était maintenu, tant que la promesse était tenue. Le message dit 7 jours, 7 offrandes. L'homme hocha gravement la tête. Tu dois restaurer l'autel. Tu dois offrir 7 offrandes en 7 jours consécutifs, en commençant ce soir. Si tu ne le fais pas... Il laissa la phrase inachevée. Que se passera-t-il si je ne le fais pas ? Il prendra 7 vies, commençant par la tienne et s'étendant à ta famille. Une pour chaque jour qui passe sans offrande. C'est ainsi que fonctionne le pacte. 7 pour 7. Équilibre. Je sentis le sang quitter mon visage, ma famille, ma mère, mes frères, mes neveux. Comment fais-je les offrandes ? Il m'a expliqué le processus en détail. Chaque nuit, au coucher du soleil, je devais aller dans la clairière. Je devais reconstruire l'autel du mieux que je pouvais. Je devais apporter de la nourriture fraîche, des tortillas, des fruits, de la viande crue. Je devais apporter des fleurs. Et je devais offrir du sang. Ton propre sang, a-t-il précisé. Juste quelques gouttes. Coupe ta paume avec le couteau cérémoniel. Je suppose que tu l'as trouvé. Et laisse le sang tomber sur les pierres. Pendant que tu fais cela, tu dois promettre à voix haute que tu respecteras le pacte. Que tu maintiendras les offrandes. Que tu respecteras le gardien. Et si je le fais, est-ce que ça s'arrêtera ? Si tu accomplis les 7 offrandes sans en manquer une seule nuit, le pacte sera renouvelé. Mais tu dois comprendre, Javier, une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Jamais. Tu devras faire des offrandes chaque semaine pour le reste de ta vie. Si tu pars, si tu quittes la terre, si tu cesses de remplir, le gardien viendra te chercher peu importe où tu es. C'était une prison, une chaîne qui me lierait à cette ferme pour le reste de ma vie. Mais quelle option avais-je ? Je suis retourné à la ferme avec les matériaux nécessaires. J'ai passé les heures de lumière à reconstruire l'autel, repositionnant chaque pierre avec des mains tremblantes. J'ai nettoyé la zone, balayant les débris que j'avais créés. J'ai remis le couteau cérémoniel à sa place, enveloppé dans un cuir neuf que j'avais acheté au village. Au coucher du soleil, j'ai fait ma première offrande. Je mis les tortillas fraîches sur l'autel. J'ai disposé les fruits en cercle. J'ai placé la viande crue au centre. J'ai allumé des bougies autour du périmètre. Et puis, avec le couteau cérémoniel, je me suis coupé la paume de la main gauche. La douleur était aiguë mais pas insupportable. J'ai fermé le poing, laissant le sang goûter sur les pierres. Le sang tombait avec un son doux, presque comme la pluie. Je promets de tenir le pacte, dis-je à voix haute, ma voix se brisant légèrement. Je promets de respecter le gardien. Je promets de faire les offrandes comme il se doit. J'accepte la responsabilité de mes actions. Pendant un moment, rien ne se passa. La forêt restait silencieuse. Puis, progressivement, je sentis la pression dans l'air diminuer. Comme si quelque chose s'était détendu, satisfait. Les bougies vacillèrent, bien qu'il n'y ait pas de vent. Et j'eus la sensation indéniable que quelque chose d'invisible était là, observant, acceptant mon offrande. J'ai vendu ma main et je suis rentré à la maison. Cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des jours. Les 6 jours suivants furent identiques. Chaque crépuscule, je me rendais à la clairière. Chaque nuit, je présentais l'offrande et versais mon sang. Chaque fois, je sentais cette présence invisible accepter ce que j'offrais. Le 7e jour, quelque chose de différent s'est produit. Quand je suis arrivé dans la clairière, il y avait quelqu'un, ou quelque chose, qui m'attendait. C'était la silhouette grande et mince de mes cauchemars, debout à côté de l'autel. À la lumière du coucher de soleil, je pouvais la voir plus clairement. Sa peau était grise comme de la cendre. Ses bras et ses jambes étaient grotesquement longs,
avec des articulations qui se pliaient à des endroits incorrects. Et son visage était une surface lisse et sans traits, exactement comme je l'avais vu dans mes rêves. Le gardien. Je me suis figé, incapable de bouger ou de parler. La créature me regardait, si c'était le mot juste, étant donné qu'elle n'avait pas d'yeux. Puis, lentement, elle leva l'une de ses mains. Elle avait des doigts incroyablement longs, qui se terminaient par des griffes courbées. Elle a pointé l'autel, puis elle m'a désigné. Le message était clair. Complète l'offrande finale. Avec des mains tremblantes, j'ai placé la nourriture sur l'autel. J'ai allumé les bougies. J'ai pris le couteau et je me suis coupé la paume, la droite cette fois, puisque la gauche était encore en train de guérir des coupures précédentes. Le sang est tombé sur les pierres. Le gardien s'est penché en avant, rapprochant ce visage sans trait des gouttes de sang. Et je le jure, j'ai vu comment les gouttes disparaissaient, absorbées par quelque chose d'invisible. Quand il a fini de se nourrir, la créature s'est redressée. Elle a levé une main et a touché mon front avec un doigt. Le contact était glacial, comme toucher de la glace sèche. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose entrer dans mon esprit. Connaissance. Compréhension. Des images de siècles passés, de générations de ma famille maintenant ce pacte. Des conséquences terribles lorsque quelqu'un le rompait. J'ai vu des villages entiers disparus. J'ai vu des champs stériles où il y avait autrefois abondance. J'ai vu des personnes consumées, leur vie drainée, leur corps retrouvé flétri comme des plantes sans eau. Je comprends. Le gardien n'était pas malveillant. Il était naturel. Aussi naturel qu'une rivière qui a besoin de pluie, comme un feu qui a besoin de combustible. Il existait simplement, et son existence nécessitait un soutien. Le pacte n'était pas une malédiction. C'était un accord mutuellement bénéfique. Protection en échange de nourriture. La créature retira sa main de mon front. Puis, sans aucun bruit, elle cessa simplement d'être là. Elle ne s'est pas évaporée ni ne s'est éloignée en marchant. Elle est simplement partie. Le pacte était renouvelé, et j'étais lié à lui pour toujours. C'était il y a 3 ans. Je vis toujours dans le domaine. J'ai abandonné ma carrière d'architecte. Certains de mes amis pensent que je suis fou, que j'ai gaspillé mon potentiel pour vivre comme un ermite dans les montagnes. Ma famille me rend visite rarement, et quand ils le font, je peux voir l'inquiétude dans leurs yeux. Mais je vais bien. Je le suis vraiment. J'ai appris à comprendre et, d'une manière étrange, à respecter le gardien. Je fais les offrandes fidèlement. 1 fois par semaine, sans faute, je vais à l'autel au coucher du soleil. Je n'ai plus besoin de me couper, une simple piqûre au doigt suffit. C'est un rituel, un rythme qui est devenu une partie de ma vie. La terre prospère. Mon petit jardin produit plus que je ne peux manger. Les animaux sont abondants. Je suis devenu autosuffisant de manière que je n'aurais jamais cru possible. Et la nuit, quand je marche dans la forêt, je vois parfois le gardien au loin, observant, protégeant. Je n'ai plus peur de lui. Nous sommes parvenus à un accord, lui et moi. Je fais ma part du pacte, et il fait la sienne. C'est un échange équitable, mais je me demande toujours, combien d'autres terres, combien d'autres endroits dans le monde maintiennent des pactes similaires? Combien d'entre nous, sans le savoir, vivent sous des protections anciennes achetées avec des offrandes que quelqu'un d'autre fait en notre nom? Et je me demande ce qui se passera quand je ne pourrai plus maintenir les offrandes, quand je serai trop vieux, quand je mourrai. Qui prendra ma place? Qui héritera de ce devoir? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je sais juste qu'à chaque semaine, lorsque le soleil commence à se cacher derrière les montagnes, je prends mon panier avec des offrandes et je marche vers la clairière dans la forêt. Et tant que je le ferai, tant que je tiendrai ma promesse, je serai en sécurité. Le pacte protège, le pacte exige, le pacte demeure, et je suis son gardien autant que le gardien est le mien. C'est l'histoire que Javier m'a envoyée. Il dit qu'il continue de vivre dans cette ferme, respectant le pacte semaine après semaine. Parfois, il m'envoie des mises à jour, me racontant sa vie là-bas. Si jamais vous avez ressenti qu'il y a des endroits avec leurs propres règles, leurs propres lois que nous ne comprenons pas, partagez-le dans les commentaires. Cela me fascine de savoir quelles expériences vous avez eues. Et si ce genre d'histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour en écouter plus chaque semaine. Parfois, les anciens pactes restent en vigueur pour de bonnes raisons. Prenez soin de vous ce soir, et à bientôt.
Cette histoire m'a été envoyée par un follower nommé Marcos qui a travaillé pendant 1 an dans une station-service en bordure de route à l'extérieur de Monterrey, au Mexique. Ce qu'il m'a raconté sur ces quarts de nuit est quelque chose que quiconque ayant travaillé seul la nuit peut parfaitement imaginer, et c'est précisément ce qui le rend si effrayant. Si vous avez déjà travaillé seul lors d'un quart de nuit et ressenti que quelque chose n'allait pas, que quelque chose vous observait depuis l'obscurité, partagez-le dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont les endroits les plus ordinaires peuvent devenir complètement différents lorsque la nuit tombe. Maintenant, voici l'histoire de Marcos et ce qu'il a découvert. Il visitait la station-service chaque matin, à l'aube, toujours à la même heure, demandant toujours la même chose. Je m'appelle Marcos et j'ai travaillé dans une station-service sur la route pendant 11 mois. C'était un travail horrible, mais j'avais besoin d'argent. Je venais de sortir de l'université, j'avais des prêts étudiants à rembourser et trouver un emploi dans mon domaine était presque impossible. Alors, quand j'ai vu l'annonce de caissier de nuit avec un bon salaire, j'ai postulé immédiatement. La station-service était sur la route de Saltillo, à environ 30 km de Monterrey. C'était l'une de ces petites stations monomarques, avec 4 pompes, une petite boutique et des toilettes. Pendant la journée, il y avait 2 employés. La nuit, de 11h du soir à 7h du matin, vous étiez complètement seul. Le propriétaire, Don Raoul, était un homme d'une 50aine d'années, sérieux mais correct. Lorsqu'il m'a embauché, il m'a donné les instructions de base. Comment faire fonctionner les pompes, comment gérer l'argent liquide, que faire en cas d'urgence. Il m'a donné une radio pour communiquer avec lui si quelque chose se produisait, bien qu'il ait admis que la réception était irrégulière dans cette zone. « As-tu déjà travaillé seul de nuit auparavant ?» me demanda-t-il. « Non, mais ça ne me pose pas de problème. » Il acquiesça, mais il y avait quelque chose dans son expression. Un doute, une inquiétude. « Écoute Marcos, je vais être honnête avec toi. C'est un travail solitaire. Certaines nuits, personne ne passe pendant des heures. Et ce tronçon de route, il arrive parfois des choses étranges. » Quel genre de choses étranges? Rien de nécessairement dangereux, juste étrange. Des clients rares à des heures rares. Si quelque chose te met mal à l'aise, fais confiance à ton instinct. Ferme la boutique, reste dans la cabine de paiement et appelle la police si nécessaire. Je pensais qu'il exagérait, qu'il parlait probablement de ivrogne ou de personnes suspectes. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mon premier tour a été un mardi. Je suis arrivé à 11h précises. Le garçon de l'équipe du soir, Luis, m'a rapidement montré où tout était et est parti en courant. Il semblait pressé de partir. « Bonne chance, mon frère !» C'était tout ce qu'il a dit avant de monter sur sa moto et de disparaître sur la route. Et là, je suis resté seul. La station-service était éclairée par des néons puissants qui créaient un cercle de lumière brillante au milieu de l'obscurité totale de la route. Au-delà de ce cercle lumineux, il n'y avait que du noir. Le terrain autour était désert. Sans maison, sans arbres, juste une terre stérile qui disparaissait dans l'obscurité. Les premières heures ont été occupées. Des camionneurs faisant des pauses nocturnes, quelques automobilistes, des gens rentrant tard chez eux. Mais après 1h du matin, le trafic est devenu sporadique. Une voiture toutes les 20 ou 30 minutes. Et après 3 heures, presque rien. Le silence était oppressant. Seul le bourdonnement des néons et le passage occasionnel d'un camion sur la route sans s'arrêter. Je restais à la caisse, regardant des vidéos sur mon téléphone, essayant de ne pas penser à combien je me sentais seul. Ma première semaine s'est déroulée sans incident. Je commençais à m'habituer au rythme. C'était ennuyeux mais supportable. Le salaire était bon, je pouvais le supporter. Mais la 2e semaine, c'est là que j'ai rencontré la femme en robe blanche. C'était un jeudi, vers 3h30 du matin. J'étais à moitié endormi dans la cabine quand j'ai entendu la cloche qui sonnait chaque fois qu'une voiture passait sur le tuyau d'air à l'entrée. Ding, ding. Je me suis redressé, espérant voir une voiture s'approcher des pompes. Mais il n'y avait aucune voiture. La station-service était vide. Je fronce les sourcils. Parfois, la cloche sonnait par erreur, activée par le vent ou un animal. J'étais sur le point de l'ignorer quand je l'ai vue. Une femme se tenait juste au bord du cercle de lumière, là où l'éclairage de la station-service rencontrait l'obscurité de la route. Elle portait une longue robe blanche, comme d'une époque ancienne. Ses cheveux étaient foncés et longs, tombant sur ses épaules. Et elle était simplement là, immobile, regardant vers la station-service. Ma première pensée a été que j'avais eu un accident.
Peut-être que sa voiture était tombée en panne dans l'obscurité et qu'elle avait marché jusqu'ici pour chercher de l'aide. Je suis sorti de la cabane. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Elle ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle continua simplement à regarder. Je m'approchai de quelques pas. Maintenant, je pouvais mieux la voir. Elle était jeune, peut-être 25 ans. Son visage était pâle, trop pâle. Et ses yeux. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. Ils étaient fixes, sans cligner, comme ceux d'une poupée. « Ça va? Avez-vous eu un accident ?» Elle parla enfin. Sa voix était douce, presque un murmure, mais clair dans le silence de la nuit. « Avez-vous de l'eau ?»« De l'eau. Oui, bien sûr. Il y a des bouteilles au magasin. Entrez. » Elle ne bougea pas. « Avez-vous de l'eau ?» répéta-t-elle, avec exactement le même ton, comme si c'était un enregistrement. « Oui, madame. Il y a de l'eau à l'intérieur. Entrez, je vous la donnerai. » Elle se retourna lentement et commença à marcher vers l'obscurité, s'éloignant de la station-service. « Attendez, où allez-vous ?» Mais elle continua à marcher. En quelques secondes, l'obscurité l'a complètement engloutie. Elle a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, confus. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi a-t-elle demandé de l'eau puis s'est-elle simplement enfuie? J'ai cherché dans l'obscurité avec ma lampe de poche, mais je n'ai rien vu. Aucun véhicule en panne, aucun signe que quelqu'un ait été là. Je suis retourné à la cabane, inquiet. Peut-être était-ce une femme avec des problèmes mentaux. Peut-être était-elle désorientée. J'aurais dû insister davantage pour l'aider. Mais quelque chose en moi me disait que j'avais bien fait de ne pas la suivre dans l'obscurité. La nuit suivante, vendredi, elle est revenue. Même heure. 3h30 du matin. La sonnette a retenti. Ding ding. Et là, elle était là, debout exactement au même endroit, au bord de la lumière. Même robe blanche, même longue chevelure, même posture immobile. Ma peau s'est hérissée. Je suis sorti de la cabane, mais cette fois je ne me suis pas approché autant. « Madame, êtes-vous celle d'hier soir ?» Elle m'a regardé avec ses yeux fixés, sans cligner des yeux. « Avez-vous de l'eau ?» Les mêmes mots, le même ton exact. « Oui, nous avons de l'eau. Voulez-vous que je vous l'apporte ?»« Avez-vous de l'eau ?» Ce n'était pas une conversation. C'était comme si je ne pouvais dire que cette phrase, comme un disque rayé. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous avez besoin d'aide, je peux appeler quelqu'un. » Elle a fait demi-tour et a marché vers l'obscurité. Exactement comme la nuit précédente. Même pas, même rythme. Et elle a disparu. Cette fois, j'ai vérifié les caméras de sécurité. La station-service avait 4 caméras, une pointant de chaque côté. J'ai rembobiné jusqu'au moment précis. Les caméras montraient la station-service vide. Il n'y avait personne au bord de la lumière. Il n'y avait aucune femme en robe blanche. Juste moi sortant de la cabane, parlant apparemment dans le vide, puis retournant à l'intérieur. Mais je l'avais vu, aussi clairement que je me vois moi-même. J'avais été là, je lui avais parlé. Pourquoi les caméras ne l'ont-elles pas capturé? La 3e nuit, samedi, j'ai décidé d'être prêt. Je suis resté dans la cabane avec les portes fermées. J'avais mon téléphone en train d'enregistrer, pointé vers l'extérieur. Quand elle apparaîtrait, je l'enregistrerai. J'aurais une preuve. 3h30 du matin. Ding ding. Elle était là. Même position. Même robe. Cette fois, je ne suis pas sorti. Je l'ai simplement observée de l'intérieur de la cabane, avec mon téléphone en train d'enregistrer. Elle est restée là pendant une 30aine de secondes. Puis, sans que personne ne sorte pour la voir, elle a dit à voix haute « Avez-vous de l'eau ?» Sa voix a traversé clairement les murs de la cabane, même si elle ne devrait pas pouvoir l'entendre si bien de l'intérieur. J'ai attendu. Je n'ai pas répondu. Elle a répété « Avez-vous de l'eau ?» Et alors, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a commencé à marcher, pas vers l'obscurité comme les nuits précédentes, vers la station-service, vers moi. Mon cœur battait sauvagement. J'ai vérifié que la porte de la cabane était bien verrouillée. C'était le cas. Elle marchait lentement, ses pieds touchant à peine le sol. Et tandis qu'elle s'approchait, je pouvais voir plus de détails sous la lumière brillante. Sa robe n'était pas seulement blanche. Elle était mouillée, coulée. Elle laissait une traînée d'eau derrière elle en marchant. Et sa peau n'était pas seulement pâle, elle avait une teinte bleutée, comme un cadavre. Elle s'est arrêtée juste devant la porte de la cabane. Nous n'étions séparés que par le verre. Je pouvais voir son visage clairement maintenant.
Ses yeux n'étaient pas seulement fixés, ils étaient morts, sans vie, sans âme. Juste des orbites vides, regardant sans voir. Et sa bouche, quand elle a parlé cette fois, sa bouche ne bougeait pas de façon naturelle. Elle s'ouvrait trop, comme une charnière cassée. « Avez-vous de l'eau ?» L'eau continuait de goûter de sa robe, formant une flaque à ses pieds. « Non, murmurait. Nous n'avons pas d'eau. Va-t'en, s'il te plaît. Pars. » Elle pencha la tête d'une manière impossible, trop loin, comme si son cou n'avait pas d'os. « J'ai besoin d'eau. Je suis en train de sécher. » Et alors j'ai vu quelque chose qui a failli faire éteindre mon esprit. Sa peau a commencé à se fissurer, littéralement, comme de la terre sèche. Des fissures apparaissaient sur son visage, sur ses bras, sur chaque centimètre de peau visible. Et de ces fissures, au lieu de sang, sortait de l'eau sale, boueuse. J'ai crié. Je ne pouvais pas m'empêcher. Et au moment où j'ai crié, elle a disparu. Elle n'était plus là. La mare d'eau restait sur le sol, mais elle s'était évaporée. Elle tremblait de façon incontrôlable. J'ai vérifié mon téléphone. La vidéo montrait la station-service vide. Aucune femme, aucune mare d'eau. Juste moi, assis dans la cabane, regardant dans le vide. Mais quand j'ai ouvert la porte de la cabane, la mare d'eau était toujours là. Réelle, tangible. Je pouvais la toucher. Elle était froide et sentait l'eau stagnante comme l'eau d'un vieux lac. J'ai appelé Don Raoul immédiatement, à 4 heures du matin. « Marcos, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?»« Non, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose ici. Une femme. Elle apparaît toutes les nuits à 3h30. Elle demande de l'eau. Et cette nuit, elle s'est approchée et moi, j'ai vu... » Je ne pouvais pas l'expliquer de manière cohérente. Don Raoul poussa un soupir lourd. « La femme en robe blanche. J'aurais dû te le dire dès le début. Tu en sais quelque chose? Tous les employés de nuit la voient éventuellement. C'est pourquoi personne ne tient longtemps en poste de nuit. Le garçon avant toi n'a résisté que 3 semaines. Qui est-elle? Qu'est-ce que c'est? Il y a environ 15 ans, une femme s'est noyée dans un canal d'irrigation près d'ici. Sa voiture a quitté la route lors d'une tempête. La voiture est tombée dans le canal et elle n'a pas pu en sortir. Elle a été retrouvée quelques jours plus tard. Elle portait une robe blanche. Elle allait à un mariage. Et pourquoi apparaît-elle ici? La station-service a été construite juste à l'endroit où se trouvait le canal. Ils l'ont comblé il y a environ 20 ans et ont construit la station dessus. Je pense qu'elle ne sait pas que le canal n'existe plus. Elle continue de chercher de l'eau, elle continue d'essayer, je ne sais pas, peut-être retourner là où elle est morte. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? Parce que si je te l'avais dit, tu n'aurais pas accepté le travail. Écoute, elle ne fait pas de mal, elle apparaît, demande de l'eau et s'en va. Ignore-la simplement. Reste à l'intérieur à 3h30 et laisse-la faire ce qu'elle doit faire. Mais ce soir, elle s'est approchée et je l'ai vue. Elle a commencé à se fissurer. De l'eau sortait de sa peau. Il y eut une longue pause. Je n'avais jamais entendu dire qu'il fasse cela. Il ne s'était jamais approché autant de personnes. Marcos, si tu veux démissionner, je comprends parfaitement. Je te paierai les 2 semaines complètes. J'aurais dû démissionner sur le champ. Toute personne saine d'esprit l'aurait fait. Mais j'avais désespérément besoin d'argent. Et une partie stupide de moi pensait que peut-être si je l'ignorais simplement, si je restais à l'intérieur avec les portes fermées, ça irait. Je vais continuer, dis-je. Mais si elle s'approche à nouveau, je pars immédiatement. Compris. Garde mon numéro en numérotation rapide. Et Marcos, ne quitte pas la cabine après 15h15, peu importe quoi. J'ai continué à travailler. Chaque nuit était une torture d'anticipation en attendant 15h30. Et chaque nuit, elle apparaissait. Parfois, elle restait au bord de la lumière. D'autres fois, elle marchait plus près. Mais elle ne s'est jamais approchée autant que cette première fois. Toujours la même question. Avez-vous de l'eau? Toujours la robe blanche mouillée. Toujours ses yeux morts. J'ai appris à l'ignorer. Je mettais des écouteurs avec de la musique forte. Je ne regardais pas dehors entre 3h30 et 4h. J'attendais simplement que cela passe. Mais alors, 2 mois après avoir commencé, quelque chose a changé. C'était une nuit pluvieuse. Forte tempête, éclairs, tonnerre. Le genre de nuit où presque personne n'est sur la route.
J'étais dans la cabane, écoutant la pluie frapper le toit en métal. 3h30 du matin. La sonnette n'a pas retenti. Elle ne pouvait pas sonner avec la tempête. Mais quelque chose m'a fait regarder dehors. Elle était là. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres figures avec elle. 5, peut-être 6, toutes vêtues de vêtements mouillés, toutes avec cette peau pâle et bleutée, toutes regardant vers la station-service. Et toutes ont commencé à marcher vers moi en même temps. Non, 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 répétai-je, reculant dans la cabane. Elles se sont approchées des fenêtres, ont pressé leur visage contre le verre, laissant des marques d'eau. Leurs bouches s'ouvraient et se fermaient sans synchronisation, comme des poissons hors de l'eau. Et tous parlaient en même temps, leurs voix se superposant dans un horrible chœur. Oh, nous avons besoin d'eau. Rends-nous l'eau. Ils nous ont privés d'eau. Où est l'eau? Nous nous étouffons sans eau. Oh, 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 oh. Les voix devenaient plus fortes, plus insistantes. Les fenêtres ont commencé à vibrer avec le son. Les lumières de la station-service clignotaient. J'ai pris le téléphone pour appeler Don Raoul, la police, n'importe qui. Mais il n'y avait pas de signal. La tempête avait renversé les tours. Les silhouettes ont commencé à frapper aux fenêtres. Pas fort. Juste des petits coups doux. Tape, tape, tape. Mais il y avait quelque chose de plus effrayant dans ces coups doux que dans les coups violents. Tape, tape, tape. Laissez-nous entrer. Nous voulons juste de l'eau. Rendez-nous ce qui est à nous. Le canal, l'eau, rendez-nous. Et alors, l'une des figures, pas la femme en robe blanche, une autre, a pressé sa main contre la vitre. Et là où elle a touché, la vitre a commencé à s'embuer de condensation. Pas une condensation normale. Celle-ci avait une teinte verdâtre comme des algues. L'embuement s'est étendu, couvrant toute la fenêtre, puis les autres fenêtres. Bientôt, toute la cabane était couverte de cette condensation verdâtre qui sentait l'eau stagnante. Je ne pouvais pas voir dehors. Je ne pouvais qu'entendre les coups. Tape, 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 et les voix. Oh, oh, oh. Je me suis blotti sur le sol de la cabane, les mains sur les oreilles, en pleurant. Je ne suis pas fier de l'admettre, mais j'étais terrifié au-delà de toute raison. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Mais finalement, les coups ont cessé. Les voix se sont tuées. Et quand j'ai enfin rassemblé le courage pour nettoyer un peu la condensation de la fenêtre et regarder dehors, elles avaient disparu. La tempête était également passée. Le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers signes de l'aube. Il était 5h30 du matin. 1h30. Elle avait duré 1h30. Lorsque le service de jour est arrivé à 7h, je suis sorti de cette cabane en titubant comme un ivrogne. Le garçon du service de jour m'a regardé alarmé. « Frère, ça va? Tu as l'air terrible. » Je démissionne. C'était tout ce que j'ai dit. Ce matin-là, j'ai appelé Don Raoul et lui ai dit que je ne reviendrais pas. Il m'a proposé de me payer tout le mois si je restais 2 semaines de plus pour former un remplaçant. Ni pour tout l'argent du monde, lui ai-je répondu. Je suis resté sans emploi pendant 3 mois après ça. Chaque jour sans argent en valait la peine pour ne pas revenir là-bas. Finalement, j'ai trouvé un travail dans mon domaine. Maintenant, je travaille dans un bureau, en horaires de jour normaux, entouré de gens. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissant. Mais parfois, quand il pleut fort la nuit, je me réveille en pensant entendre ce son. Tape, tape, tape. Et ces voix qui murmurent. Oh, oh, oh. Je circule occasionnellement sur cette route pendant la journée. La station-service est toujours là, fonctionnant normalement. Don Raoul a finalement embauché 2 personnes pour le service de nuit au lieu d'une. Je suppose qu'il a finalement compris que personne ne resterait seul là-bas après minuit. Et chaque fois que je passe dans la journée, je regarde ce terrain vague autour de la station. Terre sèche, craquelée, morte. Il est difficile d'imaginer qu'il y a eu un canal d'eau là-bas un jour. Difficile d'imaginer des gens se noyant dans cet endroit qui est maintenant si aride. Mais ils s'en souviennent. Ceux qui sont morts là s'en souviennent. Et ils continuent de chercher l'eau qui leur a été arrachée. Ils continuent de demander, nuit après nuit, à 3h30 du matin, « Avez-vous de l'eau ?» Et il n'y a jamais assez d'eau pour apaiser les morts. Et avec cela se conclut l'histoire de Marcos.
Il m'a dit qu'il n'a jamais travaillé de nuit depuis, qu'il préfère tout plutôt que d'être seul dans les heures sombres. Si tu as déjà travaillé dans une station-service de nuit, dans une boutique de proximité, ou dans n'importe quel endroit isolé pendant l'aube et que tu as vu des choses inexplicables, laisse un commentaire. Parfois, les endroits les plus communs cachent les histoires les plus effrayantes. Prends soin de toi, repose-toi bien, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Un suiveur de l'Uruguay qui travaille comme opérateur de radio m'a envoyé cette expérience qu'il a vécue il y a 2 ans. Il préfère que je l'appelle simplement Andrés. Si jamais vous avez capté des transmissions étranges sur une radio ou un téléphone, des messages qui ne devraient pas exister ou des voix qui n'ont pas d'explication logique, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce type de phénomène m'intrigue beaucoup. Ce qu'Andrés a découvert sur une fréquence de radio abandonnée l'a amené à comprendre qu'il existe des transmissions qui n'auraient jamais dû être captées et des messages qu'il valait mieux laisser sans écoute. Je m'appelle Andrés et j'ai 41 ans. Je travaille comme opérateur de radio dans une station AM de Montevideo, Uruguay. C'est un travail de nuit et solitaire, parfait pour quelqu'un comme moi qui a toujours été plus introverti. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 2 ans, pendant l'hiver 2021, et a complètement changé ma relation avec les ondes radio et ceux qui voyagent à travers elles. Je travaille à la radio depuis 15 ans. J'ai commencé comme technicien du son et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir opérateur de nuit. Mon travail consiste à maintenir la transmission en marche pendant la nuit, à diffuser de la musique automatisée, à lire quelques annonces et, occasionnellement, à répondre aux appels des auditeurs insomniaques. C'est un travail calme, presque méditatif. La station où je travaille est dans un vieux bâtiment du centre de Montevideo. Elle a été construite dans les années 40 et est une station de radio depuis lors. Le studio est au 5e étage, une salle insonorisée remplie d'équipements anciens et modernes mélangés. Nous avons des consoles numériques neuves, mais nous conservons également quelques équipements analogiques vintage qui fonctionnent encore parfaitement. Je suis un peu passionné par la technologie radio. Pendant mon temps libre, j'expérimente avec des récepteurs ondes courtes, je cherche des transmissions lointaines, j'écoute des radios amateurs d'autres pays. C'est un hobby fascinant. On ne sait jamais ce qu'on peut capter sur les fréquences les moins fréquentées. Tout a commencé un mardi au début de juillet. C'était une nuit particulièrement froide et pluvieuse, le genre de nuit où Montevideo ressemble à une ville fantôme. Il n'y avait pratiquement personne dans les rues. Mon service avait commencé à 11h du soir et tout se passait normalement. Vers 2h du matin, pendant l'une de mes pauses, j'ai décidé de jouer un peu avec l'un des récepteurs ondes courtes que nous avions dans le studio. C'était un vieux matériel des années 70 que nous gardions plus comme une relique que comme un outil de travail. Mais il fonctionnait encore. J'ai commencé à scanner des fréquences au hasard. Je captais l'habituel, des stations de radio lointaines en espagnol et en portugais, quelques-unes en anglais, des radios amateurs discutant de rien en particulier, un peu de statique, du silence sur des fréquences abandonnées. Et alors, à la fréquence 4.625 MHz, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. C'était une voix masculine, parlant en espagnol avec un accent que je n'ai pas pu situer exactement. Mais ce n'était pas ce qu'il disait, mais comment il le disait, qui a attiré mon attention. Il parlait d'un ton monotone, sans inflexion, comme s'il lisait un script. Coordonnées 34 911 Sud, 56 645 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé, nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Puis la transmission s'est coupée, remplacée par de la statique. Je suis resté à regarder le récepteur avec curiosité. Des coordonnées, un objet. Ça sonnait comme une sorte de transmission militaire ou scientifique. Les coordonnées, si je les avais entendues correctement, étaient quelque part dans le Rio de la Plata. J'ai noté la fréquence et les coordonnées dans mon carnet. C'était curieux, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je suis retourné à mon travail habituel. Mais la nuit suivante, à la même heure exacte, la transmission était là encore. Même voix, même message, mot pour mot. Coordonnées 34 911 Sud, 56 645 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé,
Nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Cette fois, je m'assurais de l'enregistrer sur mon téléphone. J'écoutais l'enregistrement plusieurs fois. La voix était définitivement humaine, masculine, probablement d'âge moyen. Mais il y avait quelque chose dans le ton qui me troublait. C'était trop uniforme, sans respiration audible, sans pause naturelle. Je cherchais les coordonnées sur Google Maps. Elles pointaient vers un endroit au milieu du Rio de la Plata, entre l'Uruguay et l'Argentine. 80 mètres de profondeur semblaient raisonnables pour cette zone. Mais qu'était cet objet? Et qui transmettait des informations à ce sujet? Au cours des jours suivants, la transmission a continué. Chaque nuit à 2 heures du matin exactement, pendant environ 30 secondes, le même message. Il ne changeait jamais. Il ne variait jamais. Je suis devenu un peu obsédé. J'ai commencé à enquêter. J'ai cherché des informations sur des transmissions mystérieuses à cette fréquence. J'ai posé des questions sur des forums de radioamateurs. Certains m'ont dit que cela pourrait être une transmission de chiffres, l'un de ces messages codés que divers gouvernements transmettent pour communiquer avec des agents ou des stations éloignées. D'autres ont suggéré que cela pourrait être une blague, quelqu'un transmettant en boucle. Mais il y avait quelque chose dans cette transmission qui ne correspondait à aucune de ces explications. La qualité de l'audio était trop bonne pour être une vieille transmission en boucle, et le contenu était trop spécifique pour être aléatoire. Une semaine après avoir entendu la transmission pour la première fois, quelque chose a changé. Le message s'est répandu. Coordonnées 34 911 Sud, 56 145 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé, nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Et puis après une pause pleine de statique, mise à jour, l'objet a bougé. Nouvelle profondeur, 60 mètres. Il est en train de monter. Je répète, il est en train de monter. Si quelqu'un écoute cela, éloignez-vous de la zone. Ce n'est pas sûr. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. La transmission s'est coupée brusquement. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Monter? Quel type d'objet pouvait se déplacer tout seul sous l'eau? La nuit suivante, j'attendais anxieusement la transmission. À 2 heures du matin, j'ai syntonisé la fréquence. Cette fois, le message était différent. Et la voix semblait effrayée. Jour 7. L'objet a émergé partiellement. Nous pouvons le voir maintenant. Ce n'est rien que nous reconnaissions. Ce n'est pas un sous-marin. Ce n'est pas naturel. La structure est géométrique mais d'une forme qui ne devrait pas exister. Et les sons qu'il émet, une pause. Respiration lourde et agitée. La première fois que j'entendais une respiration dans ces transmissions. Les sons affectent l'équipage. Certains signalent des maux de tête sévères. D'autres voient des choses qui ne sont pas là. Nous demandons une évacuation immédiate, mais il n'y a pas de réponse du commandement. C'est comme s'il ne voulait pas que nous sortions. Comme si nous étions observés, étudiés. Plus de statique. Puis la voix à nouveau, maintenant chuchotant avec urgence. Si quelqu'un écoute ça, ne venez pas ici. Ne cherchez pas l'objet. C'est un piège. Ça a toujours été un piège. On nous a attirés ici et maintenant. La transmission s'est coupée, et elle n'est pas revenue cette nuit-là. Je suis resté assis dans le studio, la chair de poule, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Était-ce réel? Était-ce une sorte de drame radiophonique? Mais qui diffuserait un drame sur une fréquence aussi obscure à 2 heures du matin? Au cours des 3 jours suivants, il n'y a eu aucune transmission sur cette fréquence. Juste du silence et des grésillements occasionnels. J'ai commencé à penser que peut-être c'était fini, que quoi que ce soit, cela avait pris fin. Mais alors, lors de la 4e nuit, la fréquence a repris vie. Cette fois, ce n'était pas la même voix, c'était différent. Plusieurs voix superposées, parlant toutes en même temps, créant un chœur cacophonique et incompréhensible. J'ai essayé de distinguer des mots individuels, mais c'était impossible. C'était comme écouter des dizaines de personnes parlant dans différentes langues simultanément. Espagnol, anglais, portugais et d'autres langues que je ne reconnaissais pas. Et sous toutes ces voix, il y avait un son, un ton bas et pulsant, comme un battement, ou comme quelque chose qui respirait. La transmission a continué pendant 5 minutes complètes. 5 minutes de ce chaos auditif qui m'a fait me sentir physiquement mal. J'ai commencé à avoir mal à la tête.
Je me suis senti étourdi. J'ai dû éteindre le récepteur. Quand je l'ai fait, j'ai réalisé que mon nez saignait. Pas beaucoup, juste un fil de sang qui descendait vers ma lèvre. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai décidé que c'était suffisant. Quoi que soit cette transmission, il n'était pas sain de l'écouter. J'ai décidé d'ignorer complètement cette fréquence. Mais la fréquence ne m'a pas ignoré. 2 nuits plus tard, je travaillais normalement quand notre propre transmission a commencé à avoir des interférences. C'était étrange car notre équipement fonctionnait parfaitement. Les niveaux étaient corrects. Il n'y avait aucune raison technique pour des interférences. Et puis, j'ai commencé à l'entendre. Faible au début, à peine perceptible sous la musique que je diffusais. Ce même ton pulsant, ce battement, il se filtrait dans notre transmission. J'ai révisé tous les équipements frénétiquement. Tout allait bien. Il n'y avait aucune raison pour que nous captions un signal externe. Mais il était là, de plus en plus fort. Et alors les voix ont commencé. Ces mêmes voix superposées, filtrant dans notre fréquence. Nos auditeurs pouvaient les entendre. Mon téléphone a commencé à sonner. Des gens appelaient pour signaler des bruits étranges dans la transmission. C'est juste une interférence technique, leur disais-je. Nous travaillons à le résoudre. Mais je ne savais pas comment le résoudre. J'ai éteint et rallumé les émetteurs. J'ai changé temporairement de fréquence. Rien ne fonctionnait. Les voix étaient toujours là, chuchotant, murmurant, parlant dans ce cœur incompréhensible. Finalement, dans un désespoir, j'ai accordé le récepteur ondes courtes à la fréquence 4625 MHz. Peut-être que si je comprenais ce qu'était cette transmission, je pourrais trouver un moyen de la bloquer. Ce que j'ai entendu m'a glacé. Ce n'était en plus des voix humaines, c'était autre chose. Quelque chose qui essayait d'imiter des voix humaines, mais qui n'y parvenait pas complètement. Les inflexions étaient en fausses. Le rythme était antinaturel. Et les mots commençaient à former des motifs. Ce n'étaient pas des phrases cohérentes. C'étaient des séquences de mots qui se répétaient, qui s'entrelaçaient, créant quelque chose qui ressemblait à des instructions. Comme s'il programmait quelque chose, ou quelqu'un. Et alors j'ai entendu mon nom. Andrés, a chuchoté l'une des voix. Andrés écoute, Andrés comprend, Andrés viendra. J'ai éteint le récepteur d'un coup. Mon cœur battait la chamade. Comment savait-il mon nom? Comment une transmission radio pouvait-elle savoir qui écoutait? Le reste de la nuit fut un cauchemar. Les interférences ont continué jusqu'à l'aube. Quand mon remplaçant est arrivé à 7 heures du matin, je lui ai dit que nous avions eu des problèmes techniques pendant la nuit et je suis rentré chez moi aussi vite que j'ai pu. Je n'ai pas bien dormi. J'entendais encore ces voix dans ma tête, ce ton pulsant. Mon nom chuchotait encore et encore. Quand je suis retourné au travail la nuit suivante, mon patron m'attendait dans le studio. Il avait l'air inquiet. « Et Andrés, que s'est-il passé hier soir ?» demanda-t-il. « Nous avons reçu des centaines de plaintes. Les gens disaient avoir entendu des choses perturbantes dans notre diffusion. Certains ont dit que cela leur avait causé des maux de tête, des nausées. Une vieille dame a même dû aller à l'hôpital. C'était une interférence, expliquai-je. Je ne sais pas d'où cela venait, mais je n'ai pas pu la bloquer. Nos techniciens ont vérifié tout l'équipement aujourd'hui. Ils n'ont rien trouvé de mal. Les émetteurs fonctionnent parfaitement. » Il me regarda avec méfiance. « Es-tu sûr de n'avoir rien fait ? N'as-tu pas expérimenté avec des fréquences que tu ne devrais pas ?» Comment pouvais-je lui expliquer ? Comment pouvais-je lui dire que j'avais écouté une transmission mystérieuse qui connaissait mon nom ? « Je n'ai rien fait de mal, dis-je. C'était juste une interférence étrange. » Mon patron ne semblait pas convaincu, mais il n'avait aucune preuve que j'avais fait quelque chose d'inapproprié. « Eh bien, assure-toi que cela ne se reproduise plus. Nous perdons notre crédibilité auprès de nos auditeurs. » Cette nuit-là, j'ai travaillé avec anxiété, attendant que les interférences reviennent. Mais elles ne sont pas revenues. La transmission a été propre et claire toute la nuit. Je n'ai pas touché le récepteur à ondes courtes. Je l'ai laissé éteint dans son coin. Je ne voulais pas savoir ce que cette fréquence maudite transmettait. Mais à 2 heures du matin, le récepteur s'est allumé tout seul. Je l'ai vu de mes propres yeux. Personne ne l'a touché. J'étais de l'autre côté du studio. Mais le récepteur a pris vie, les lumières se sont allumées, et il s'est automatiquement accordé à la fréquence 4625 MHz. Et la voix est sortie des haut-parleurs, cette voix qui ne sonnait plus humaine. « Andrés, nous savons que tu es là. Nous savons que tu écoutes. Tu as écouté depuis le début. Et maintenant tu fais partie de cela, partie du signal, partie de la transmission. » Je me suis levé lentement.
marchant vers le récepteur. Je devais l'éteindre, le détruire si nécessaire. Nous ne voulons pas te blesser, continua la voix. Nous voulons juste communiquer. Nous avons transmis pendant si longtemps à chercher quelqu'un qui puisse vraiment écouter. Et toi, tu peux, Andrés. Tu as le don, la sensibilité pour percevoir ce que les autres ne peuvent pas. Que es-tu ? Ai-je demandé à haute voix, me sentant ridicule de parler à un récepteur radio. Il y eut une pause. Puis la voix répondit, et je jure que je pouvais sentir de la satisfaction dans son ton. Nous sommes ce qui reste, ce qui demeure. Nous existons dans les ondes, dans les fréquences que personne ne surveille. Nous sommes des échos de quelque chose qui a été, ou peut-être que nous n'avons jamais été. Il est difficile de se souvenir après tant de temps à transmettre. L'objet dans la rivière ? L'équipage ? Un point d'ancrage, un parmi tant d'autres. Nous avons besoin de points d'ancrage pour nous manifester dans ta réalité. L'objet en était un. Cette fréquence en est une autre. Et maintenant, tu en es un autre. Un frisson de terreur pure m'a parcouru. Que veux-tu dire ? Chaque fois que tu écoutes, tu deviens plus en phase avec nous, plus partie du réseau. Bientôt, tu pourras transmettre aussi, être une voix de plus dans le cœur. C'est un honneur, Andrés. Rejoindre quelque chose de plus grand que toi-même. Non, dis-je fermement, je ne veux faire partie de rien. J'ai pris le récepteur et l'ai débranché du mur, arrachant le câble. Le récepteur s'est éteint, mais les voix ne se sont pas arrêtées. Elles venaient maintenant des haut-parleurs de notre propre studio, de tous les appareils électroniques dans la pièce. Tu ne peux pas nous éteindre, Andrés. Nous sommes sur toutes les fréquences maintenant. Et surtout, nous sommes en toi. Je me suis bouché les oreilles, mais les voix continuaient. Elles ne venaient pas de l'extérieur. Elles venaient de l'intérieur de ma tête. Ce cœur de voix, ce ton pulsant, tout résonnant dans mon crâne. Je suis tombé à genoux, criant pour étouffer les voix. Je ne sais pas combien de temps j'ai été comme ça. Ça aurait pu être des minutes ou des heures. Finalement, les voix ont commencé à s'estomper, reculant à un murmure lointain. Quand j'ai pu penser clairement à nouveau, j'ai pris mon téléphone et appelé mon patron. Je me fichais qu'il soit tôt le matin. Je démissionne, lui ai-je dit quand il a répondu en bâillant. Avec effet immédiat, je ne retournerai pas à cette station. Quoi, Andrés, que se passe-t-il ? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet endroit. Avec les équipements. Ou avec moi. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester là. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. J'ai pris mes affaires personnelles et je suis sorti du studio, laissant tout allumé, les lumières, les équipements, la transmission, que quelqu'un d'autre s'en occupe. Les jours suivants ont été difficiles. Les voix ne sont pas complètement parties. Elles étaient là, au fond de mon esprit, chuchotant constamment. Surtout quand il y avait du silence. Surtout la nuit. J'ai consulté des médecins. Ils m'ont fait des IRM, des évaluations psychiatriques. Ils n'ont rien trouvé de physiquement anormal. Les psychiatres voulaient me prescrire des médicaments, pensant que j'avais des hallucinations auditives. J'ai pris le médicament. Cela a aidé un peu. Les voix sont devenues plus faibles. Mais elles n'ont jamais complètement disparu. Finalement, j'ai cherché de l'aide d'un autre type. J'ai trouvé un homme qui se spécialisait dans des phénomènes inhabituels. Ce n'était pas un prêtre ni un guérisseur exactement. Il se décrivait comme un technicien de la réalité. Ce qui sonnait ridicule, mais à ce stade, j'étais prêt à essayer n'importe quoi. Il s'appelait Esteban et avait un petit atelier rempli d'équipements électroniques rares. Des radios anciennes, des oscilloscopes, des compteurs de fréquences et d'autres dispositifs que je ne reconnaissais pas. Je lui ai raconté mon histoire. J'espérais qu'il se moquerait de moi ou me dirait que j'étais fou. Mais il ne l'a pas fait. Il a écouté attentivement et a hoché la tête de temps en temps. « Vous avez été exposé à une fréquence parasite », a-t-il finalement dit. « Elles sont rares mais existent. Des transmissions qui n'ont pas de source physique au sens traditionnel. Elles existent dans des couches de réalité que nous ne percevons normalement pas. Mais certains individus, en particulier ceux qui travaillent beaucoup avec la technologie de communication, peuvent devenir sensibles à elles. Comment puis-je m'en débarrasser ? Tu ne peux pas te débarrasser complètement. Une fois que tu as synchronisé avec une fréquence parasite, tu auras toujours un certain niveau de connexion. Mais je peux t'aider à la filtrer, à réduire son influence. Il sortit un petit dispositif de la taille d'un ancien Walkman. Cela génère un champ d'interférence spécifique. Tu l'utilises près de ta tête et cela bloque partiellement les fréquences parasites.
Il m'a donné l'appareil avec des instructions sur la façon de l'utiliser. Il m'a également donné d'autres conseils. Éviter les endroits avec beaucoup d'équipements électroniques, en particulier les radios. Ne pas écouter les transmissions en ondes courtes. Rester éloigné des fréquences peu communes. Et surtout, a-t-il ajouté, ne réponds jamais, jamais si les voix te parlent directement. N'engage pas de conversation avec elles. Chaque interaction les renforce. J'ai suivi ses conseils religieusement. L'appareil a aidé. Les voix se sont réduites à un murmure occasionnel que je pouvais ignorer la plupart du temps. J'ai trouvé un nouveau travail, loin de tout ce qui est lié à la radio ou aux télécommunications. Je travaille maintenant dans une librairie, un environnement calme et analogique. C'est mieux ainsi. Mais il y a des moments, surtout lors des nuits silencieuses, où je peux encore les entendre. Ce cœur lointain, ce ton pulsant. Et occasionnellement, très occasionnellement, j'entends mon nom murmurer entre la statique. J'ai enquêté davantage sur la fréquence 4125 MHz après tout cela. J'ai découvert que je ne suis pas le seul à avoir signalé des transmissions étranges sur cette fréquence. Il existe des forums entiers d'amateurs de radio discutant de la fréquence maudite. Certains ont entendu des choses similaires à ce que j'ai entendu. D'autres rapportent des expériences différentes mais tout aussi troublantes. La théorie la plus courante est qu'il s'agit d'un type d'expérience militaire ou de renseignement. Des transmissions conçues pour tester de nouvelles méthodes de communication ou peut-être de contrôle mental. Personnellement, je pense que c'est quelque chose de différent. Quelque chose de plus ancien et de plus étrange. Je crois qu'il existe des choses qui existent sur les fréquences radio que nous ne comprenons pas. Des entités, des intelligences, ou simplement des phénomènes qui utilisent les ondes électromagnétiques comme moyen d'existence. Et quand nous nous accordons sur les bonnes fréquences, au bon moment, nous pouvons les capter. Je ne sais pas exactement ce que je transmettais à 4625 MHz. Si c'était vraiment une intelligence séparée ou si c'était une sorte de phénomène psychologique amplifié par la technologie. Peut-être que je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est ceci. Il y a des choses qui émettent sur des fréquences que personne ne surveille. Des messages qui ne sont pas destinés à être entendus par des humains. Et certains de ces messages peuvent te changer si tu les écoutes trop longtemps. Alors, si jamais tu expérimentes avec des radios à ondes courtes, si jamais tu scannes des fréquences au petit matin et que tu trouves quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui fait dresser les poils et te donne mal à la tête, éteins-le. Ne continue pas à écouter, n'essaie pas de comprendre, et surtout, ne réponds pas s'il te parle. Parce qu'une fois que tu établis le contact, une fois que tu deviens partie du signal, tu ne te libéreras jamais complètement. Les voix seront toujours là, chuchotant en arrière-plan, attendant le moment où tu baisseras ta garde, attendant à transmettre à travers toi. Ainsi se termine le témoignage qu'Andrés m'a partagé. Il m'a dit qu'il vit maintenant une vie tranquille dans la librairie, qu'il utilise l'appareil de blocage religieusement et qu'il a appris à vivre avec le murmure occasionnel qui n'a jamais complètement disparu. Il a quitté la radio professionnelle pour toujours. Si jamais tu as capté des transmissions étranges sur des fréquences que tu ne devrais pas, ou si tu as expérimenté des phénomènes liés à des équipements de communication, partage-le dans les commentaires. Ces histoires me fascinent. Si tu as apprécié ce récit, envisage de t'abonner pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et fais attention aux fréquences que tu tentes de capter. Certaines choses valent mieux qu'on ne les entende pas. On se retrouve pour la prochaine histoire.